Salut à tous, c'est Sully Perfect Ten, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la vidéo pronostic de WWE Extreme Rules 2021. Un show, il faut le rappeler, qui était, en tout cas, ce n'est que mon avis personnel, le pay-per-view de l'année à la WWE l'année dernière. Je sais que c'est pas forcément l'avis de la majorité, mais je trouvais que c'était un pay-per-view qui était en tout cas très homogène en qualité, en termes de qualité in-ring et dans la qualité des matchs en général. Bon, évidemment, il y a eu ce Swamp Fight qui était très particulier, qui était pas terrible à la fin du show, mais sinon, le reste des matchs, globalement, je les ai trouvés vraiment vraiment très bons, et c'est pour ça que j'avais considéré que c'était le meilleur pay-per-view de l'année dernière. Maintenant, cette année, je pense pas que ce sera la même chose. On est sur un pay-per-view qui ressemble quand même pas mal à un pay-per-view de transition, comme souvent, quand on n'est pas dans un format Big Four. Et puis bon, il y a déjà l'Arabie Saoudite, c'est officiel, qui va arriver déjà dans un mois, pile dans un mois d'ailleurs, et le Survivor Series également un mois après. Donc c'est vraiment, on est sur une succession de 21 là, puisqu'aujourd'hui nous sommes le 21 septembre, l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo pronostic. Le 21 octobre, ce sera Crown Jewel, et le 21 novembre, les Survivor Series, qui ont été confirmés à cette date-là, justement hier à Raw. Voilà donc pour les petits éléments calendaires à venir. Avant de parler des matchs, il y en a eu donc 6 qui ont été officialisés. Je suis un peu surpris qu'un 7e match n'ait pas encore été officialisé et qui paraît pourtant évident. C'est un Big E contre Bobby Lashley numéro 2. Le numéro 2, puisque à la base on devait avoir un Orton Lashley qui avait été officialisé pour Extreme Rules. Mais il y a eu des petits changements. Et le Orton Lashley a été programmé directement à Raw la semaine dernière. Et lors de ce Raw, on avait appris que Big E avait fortement l'intention de cacher sa mallette le soir même. Donc forcément, ça boostait pas mal les audiences de dire ça. Forcément, c'était fait exprès. Au final, Lashley a conservé son titre sur Orton, mais petite blessure à la jambe de Lashley, et derrière Big E en profite et s'impose assez vite avec son big ending, et donc nouveau champion, donc Big E. C'était quelque chose qui était dans les tuyaux, on va dire. C'est vrai que il y avait une forte probabilité aussi qu'il aille du côté de Raw, de rejoindre les New Day, et puis un peu de se venger de tout ce que Lashley a fait au New Day ces derniers temps. Effectivement, avec un Reigns qui paraît invincible actuellement, c'était forcément plus facile de passer par Lashley, et donc de passer du côté de Raw. Ils ont protégé quand même un peu l'affaire pour Lashley, donc avec cette petite blessure à la jambe. Donc voilà, ils ont bien fait les choses, je pense, et le public a bien réagi, ça a bien clôturé Raw. Et voilà, les gens étaient globalement contents parce que c'est quelqu'un qui est très apprécié en coulisses, et je pense que beaucoup de fans aussi l'apprécient. C'est quand même un bon gars, et voilà, moi je suis aussi content pour lui. Il gagne un titre comme son pote Kofi. Il reste plus que Xavier Woods pour faire le grand chelem total du côté des New Day. Par contre, j'y crois beaucoup moins. Mais voilà, donc on verra bien ce que ça donnera, un règne de Big E. C'est vrai que j'en ai parlé depuis quelques temps d'ailleurs, du fait d'enlever Big E du titre intercontinental pour qu'il monte du côté du titre universel. C'est ce que je disais à ce moment-là. Mais voilà, c'était pas non plus quelque chose de nouveau, d'imaginer ça. Bref, voilà, donc nouveau champion Big E. Et donc hier soir, ils ont décidé d'annoncer un Bloodline, donc la Bloodline au complet, les Usos et Reigns, pour affronter les New Day au complet également. Donc avec donc les 3 du New Day. Et du coup, à la fin du match, Bobby Lashley est arrivé et a fait un spear à Big E en bas du ring. Il s'est ensuite occupé de Kingston, en l'écrasant contre le poteau, et puis s'en est aussi pris aux os. Pas de disqualification, pas de no contest, rien. Bizarrement, l'arbitre ne laisse faire. Je pense que c'est parce qu'ils s'en est pris à des gens qui étaient pas légaux, des hommes qui étaient pas légaux sur le ring, et donc ils ont laissé Reigns et Woods, qui étaient les hommes légaux, finir leur match, et Reigns justement a profité un peu de la distraction pour faire son spear sur Woods et le couvrir pour la victoire de la Bloodline. Et donc après le combat, Reigns célèbre sa victoire, mais Lashley a fait aussi un spear à Reigns. Il s'en va, et il fait aussi un spear finalement à Big E aussi, à travers la barricade à l'extérieur. Donc un Lashley quand même qui est très énervé et qui s'en prend à tout le monde. Donc j'ai trouvé ça pas mal. Donc il s'en prend aussi bien au Will qu'au Face. Et un peu plus tard en coulisses, Lashley est entré dans le bureau de Deville et Pierce
et Lashley disait qu'il n'en avait pas terminé avec Biggie. Lashley dit que Biggie est venu lui voler sa ceinture après le plus grand combat de sa carrière, c'est ce qu'il dit. Biggie a encaissé sa mallette alors qu'il était blessé lui-même. Biggie vient aussi à SmackDown et il crée des problèmes. Voilà, il s'invite un peu dans toutes les brandes actuellement et il vient ensuite célébrer à Raw comme s'il était chez lui. Le show lui appartient, voilà ce que dit Lashley, c'est mon show, je peux battre Biggie sans problème, pas de problème, je peux battre aussi Reigns sans problème, je peux battre les deux même sans problème, et l'ère du Tout-Puissant ne s'arrêtera jamais. Et donc plus tard, durant le show, Biggie va aussi entrer à son tour dans le bureau de Pierce et Deville, et il va demander un match contre Lashley et Reigns dès ce soir à Raw, donc hier soir du coup, carrément un match de colosse donc entre les trois, et match qui va être finalement officialisé par Pierce auprès de Paul Heyman, donc il va lui annoncer ça à Paul Heyman, et dans ce main event, donc qui fut un très bon match d'ailleurs, très dynamique, qui sera l'un des bons matchs de weekly, je dirais, de l'année 2021, Reigns va finalement s'imposer grâce à un spear porté sur Bobby Lashley, qui était trop occupé à rouer Biggie de multiples coups de chaise. Ça l'a un peu distrait, et du coup, Reigns s'impose, et du coup, ça fera 2 victoires pour Reigns dans la même soirée, c'est à souligner, et même 2 défaites en 2 semaines pour Lashley, puisqu'il avait donc perdu sur le cash-in. Alors c'est une défaite un peu particulière, certes, mais c'était quand même une défaite, avec ce cash-in de Biggie, et donc hier soir, aux mains de Reigns. Voilà, donc on en est resté. Donc, je suis étonné que le Biggie versus Lashley numéro 2 qui aurait tout à fait toute légitimité à être annoncé, puisque bon, il s'est quand même juste fait cacher Lashley, donc il a quand même le droit d'avoir un rematch pour Extreme Rules, et donc je me suis dit qu'avec cette fin où Lashley matraquait Biggie avec des coups de chaise, ça pourrait peut-être annoncer un chairs match entre les deux à Extreme Rules. Voilà, ça c'est qu'une idée que je me suis faite, et j'attends de voir si ça va être fait ou pas, mais je serais quand même très surpris que le champion de la WWE ne soit pas présent au pay-per-view, notamment pour un match, tout comme Bobby Lashley. Ça serait quand même un gros trou dans la raquette, je trouve. Et puis bon, on n'a que 6 matchs, et on n'a que 2 matchs d'Euro annoncés pour l'instant, donc ça me paraît beaucoup trop faible. Je pense qu'ils vont ajouter au moins un match d'Euro, et donc le plus évident, ce serait un Biggie Lashley. Voilà donc ce que je pouvais dire sur ce qui n'avait pas encore été annoncé. Le kick-off, on ne sait pas encore. Pour l'instant, je vois pas de match relégué, mais plutôt un match ajouté. Ils vont peut-être nous refaire un doudrop Eva Marie. On croyait que c'était fini, mais c'est pas fini. Hier, on croirait que c'est fini, mais on sait jamais. Donc voilà, ou un match un peu random ou quelque chose autour de Corbin, de Wentz. Enfin bref, ça n'a pas trop d'importance. On va passer directement cette fois-ci aux matchs qui ont été officialisés, avec quand même une dernière remarque, c'est que aucun à part un match sur les 6 qui ont été annoncés, un seul comporte une vraie stipulation extrême, et les 5 autres n'ont pour l'instant aucune stipulation. Donc je trouve ça bizarre qu'aucun des matchs qui restent n'ait été encore été affecté à une stipulation. Alors tous les matchs ne seront pas à stipulation, je ne pense pas, mais au moins en mettez 3 ou 4 quoi. Il y en a, là j'en vois aucun pour l'instant à part un. Donc c'est quand même très léger, et le pay-per-view c'est ce week-end. Maniez-vous quoi, maniez-vous. Donc c'est quand même bizarre en termes de build-up de faire ça. Donc évidemment je l'avais pas dit, mais évidemment pay-per-view c'est à 2h du matin, heure française, dans la nuit de dimanche à lundi, et le kick-off à 1h du matin, comme d'habitude. Et voilà, donc maintenant on va passer aux matchs qui ont été annoncés. On va commencer par un match qui m'a beaucoup surpris. Carmella contre Liv Morgan. Je m'attendais vraiment pas à voir ce match en pay-per-view, d'autant plus qu'on avait déjà 2 matchs féminins qui avaient déjà été officialisés avant. Alors on se souvient déjà qu'avant le Money in the Bank, on voyait que Liv Morgan en avait marre des filles qui lui passaient injustement devant pour être qualifiées pour le Money in the Bank, dont Zelina Vega et justement Carmella, qui justement lui passait devant à chaque fois, à cause de Deville aussi, et ça pouvait justement déjà constituer à l'époque un petit point de départ pour cette feud assez légère, niveau build-up entre Carmella et Morgan. Et dans le SmackDown qui a suivi SummerSlam, Morgan a été bien mise en valeur, en allant quand même jusqu'en finale d'un Fatal 4-Way à élimination pour désigner la future challengeuse de Becky Lynch. On reparlera d'ailleurs de ce match plus tard. Et Liv Morgan perdra en finale donc face à Bianca Belair, mais aura quand même bien paru dans ce match. Et Carmella était également là aussi, et Morgan justement l'aura éliminé
juste avant avec son Oblivion. Dans le SmackDown suivant, dans les coulisses, on verra un segment bizarre hein, de quelques secondes avec Carmella qui tape la pause là avec une voix off qui l'annonce comme étant la plus belle femme de la WWE. Puis on voit juste derrière elle Liv Morgan qui dira juste Seriously? Voilà, j'aurais réagi un peu pareil après ce segment quoi. Seriously? Vraiment. Bref, le SmackDown suivant, j'ai rien à vous dire puisque il s'est rien passé en termes sur les deux, parce que au niveau des deux filles, puisque c'était un SmackDown spécial au Madison Square Garden avec beaucoup de star power et malheureusement les femmes n'ont pas eu de match. Elles n'ont pas eu de match et il y a rien eu pour elles. Donc là, c'est un peu un show spécial. Et donc le dernier SmackDown, Vega et Carmella affrontent Morgan et Storm. Donc c'était un match qui visiblement était prévu justement dans le gros SmackDown de la semaine d'avant, mais ils l'ont retiré au dernier moment. Hélas, le match sera court d'ailleurs et finira par une victoire de la team Morgan et Storm par des comptes à l'extérieur suite à une projection de Morgan sur Carmella qui finit le nez contre la protection du ring. Et là, elle décide de s'en aller à l'extérieur en se tenant le nez, ce qui provoquera le décompte à l'extérieur donc de Vega et de Carmella. Morgan alors prendra le micro pour dire qu'elle n'est pas désolée d'avoir fait ça, tellement Carmella est habituée à la fuir et décide alors de défier Carmella à Extreme Rules. Morgan ajoutera d'ailleurs qu'elle va rendre Carmella aussi hideuse à l'extérieur qu'elle ne l'est à l'intérieur. Et plus tard, dans les coulisses, à l'infirmerie, Carmella est là avec Zelina Vega et Pierce et Deville. Et elle se tenait son nez là, et là elle commence à le retirer, et puis Vega lui dit non mais t'inquiète pas, tout est intact. Et finalement Carmella dira que Liv Morgan a essayé de défigurer la plus belle femme de la WWE, et elle accepte le défi pour Extreme Rules. Voilà. Donc il n'y a vraiment pas grand chose en termes de build-up. C'est vraiment une feud de mid-card féminine qui suffisait déjà amplement dans les weekly de SmackDown. Donc je ne comprends pas trop l'intérêt de mettre ce match en pay-per-view. S'ils pouvaient le mettre en kick-off, ce serait pas plus mal, mais je suis pas sûr qu'ils le fassent. Mais ça voudrait pas plus qu'un kick-off, hein, franchement. Voilà quoi. Pour le pronostic, je vais donner la victoire à Liv Morgan, puisque je pense que c'est elle qu'il faut mettre en avant. On a eu une petite inquiétude quand même après Money in the Bank, où elle semblait quand même assez mise en valeur, et on sentait qu'il y avait un petit frémissement du côté de Morgan, mais puis finalement, elle a disparu de la circulation après le Money in the Bank, et notamment dans la Road to SummerSlam, et puis finalement elle est revenue là dernièrement, et donc je pense que c'est plus elle qu'il faut mettre en valeur que Carmella, qui de toute façon, à l'image de Zelina Vega, elle collectionne les défaites, on les compte plus, donc je vois pas l'intérêt de faire gagner Carmella, donc je donne la victoire à Morgan. Maintenant, il peut y avoir un petit élément de storytelling autour du nez de Carmella, qui sera peut-être protégé par un masque, un masque protecteur, un peu comme Sheamus l'a eu, mais bon, cette fuite là pendant le match, où elle se tient le nez là, donc à SmackDown, ça m'a rappelé ce qui s'était passé avec Mandy Rose et Sarray à NXT, où elle s'était barrée aussi parce que Sarray lui avait donné un dropkick dans le nez. Elle s'était barrée avec sa copine, je crois que c'était Jessie Jane, ou Gigi Dolin, je crois que c'était Jessie Jane. Elles étaient parties pareil, donc ça ressemblait quand même beaucoup à ce qui a été fait à NXT. Bon, c'est assez copié-collé. Je pense pas qu'elle changera de tête, Carmella, puisqu'on l'a vu, on voyait que elle était intacte. Et il y a toujours cette histoire du plus belle fil de la WWE, mais peut-être qu'il y aura un storytelling autour de ça et que Morgan va donner un coup au pif de Carmella, elle va la défigurer, ou volontairement ou non. J'espère que, en tout cas, que ça fera pas gagner Carmella, qu'il n'y aura pas une distraction en disant à l'arbitre mais elle m'a pété le nez, et puis hop, derrière, un roll-up. J'espère pas une merde pareille, ça serait horrible. Mais bon, le match, il va pas être génial, il va pas être génial. Déjà, si on atteint les 3 étoiles, ce sera déjà très très bien. Franchement, j'en attends pas plus que ça. Voilà, ce match, il est vraiment osef total, et franchement, je vois pas ce qu'il fout dans le pay-per-view. Allez, match suivant. Match comptant pour le championnat des États-Unis entre Damien Priest, le champion, Sheamus, et donc Jeff Hardy, qui a été ajouté hier. Alors pourquoi alors en termes de build-up, Priest a battu Sheamus et Drew McIntyre, donc dans le Raw du 30 août, dans un magnifique triple threat.
C'était un magnifique triple threat, l'un des meilleurs matchs de weekly de l'année. Ça, si vous l'avez pas vu, regardez ce triple threat, c'était superbe. Et Drew, après le match, McIntyre viendra serrer la main de Priest après le match en guise de sportivité. Et là, dans cet épisode, Priest aurait été mis très over et c'était vraiment une très bonne chose. Et là, j'étais vraiment très content. Dans le Raw suivant, Sheamus affrontait Drew McIntyre, donc un match qu'on a vu beaucoup de fois, dans un number one contender match pour le titre US face à Priest, donc à Extreme Rules. Donc on désignait déjà le challenger de Priest. Et finalement, c'est une victoire pas clean de Sheamus, puisqu'il gagnera sur un roll-up avec la prise du calbut. Drew McIntyre s'énervera derrière en frappant Sheamus avec son propre masque protecteur, et lui portant un gros Claymore aussi, en lui portant un gros Claymore. Et en coulisses, Kevin Patrick demande à Damien Priest son ressenti pour Extreme Rules. Priest dit qu'il a eu bien du plaisir à voir le match. C'était un combat. C'est pour cette raison qu'il aime affronter ces gars-là, qui peuvent livrer la marchandise. Il a hâte d'affronter Sheamus à Extreme Rules. La soirée de Sheamus va se terminer comme ce soir, couché sur le dos. Voilà pour la promo de Priest. Et dans l'Euro suivant, Priest fait un Open Challenge pour son titre et affronte Jeff Hardy, parce que c'était son souhait. Voilà, quelqu'un qu'il admire. Et Priest s'impose, bien évidemment, avec son Reckoning, donc il faut vraiment plus l'appeler le Hit the Lights, c'est sûr et certain maintenant, c'est officiel, il faut le dire, le Reckoning comme avant. Un Reckoning malheureusement très dégueulasse, il était vraiment pas beau à voir. Après le combat, Sheamus attaque directement Damien Priest, parce que Sheamus était au commentaire, il attaque directement Damien Priest sur le ring pour le rouer de coups. Jeff Hardy se relève, mais Sheamus lui fait un Brogue Kick pour l'évacuer. Sheamus se lance alors pour un Brogue Kick vers Damien Priest, mais Priest le bloque avec une sorte de Brogue Kick à sa manière pour le sortir du ring. Donc finalement on réutilise un peu les ficelles du build-up de SummerSlam, avec Priest qui utilisait le Brogue Kick pour on va dire se chambrer un peu Sheamus. Et donc dans l'Euro d'hier, on nous annonce qu'il y aura un Jeff Hardy contre Sheamus, et que si Jeff Hardy gagne le match, il s'ajoutera dans le match d'Extreme Rules dans un triple threat match, voilà, donc face à Priest et à Sheamus. Et en effet, au final, Jeff Hardy va surprendre Sheamus pour s'imposer et donc officialiser le triple threat à Extreme Rules sous les yeux de Priest qui était au commentaire. Sheamus viendra d'ailleurs dire à Damien Priest que tout cela c'est de sa faute, et les deux se bagarreront d'ailleurs, Sheamus et Priest, ces deux se bagarreront après le match, tandis que Jeff Hardy lui était déjà parti, ce qui confirme quand même que Hardy ne servait à rien et que la feud véritable concernait uniquement Priest et Sheamus. Et sur Twitter d'ailleurs, on a revu une photo de Sheamus encore le nez en sang après le show, donc Sheamus qui dira que dans son tweet que Jeff Hardy a recassé son nez et qu'ensuite Priest l'a attaqué. Et que l'heure du châtiment est venue pour ces deux hommes, donc pour Hardy et Priest. Voilà, le build-up est aussi assez élémentaire, puisqu'on rajoute en plus Hardy juste depuis 24 heures, donc c'est tout récent. Voilà, pour le pronostic, j'ai eu quand même cette intégration de Jeff Hardy me fait douter quand même. Alors sur le papier, enfin à la base, si ça avait été chez Sheamus Priest, j'aurais dit Priest sans hésiter, puisqu'ils viennent de le battre à SummerSlam, donc ils nous font déjà. Je me disais, bon, ils vont faire un rematch de SummerSlam, bon, encore des rematchs, bref. Et on ne sort pas de la feud, donc c'est un peu emmerdant. Et bon, voilà, j'avais pas de raison pour que Priest ne gagne pas contre Sheamus si ça avait été un 1 contre 1. Mais l'intégration d'Hardy me fait douter, parce que si on l'intègre, on peut se dire, soit on intègre Hardy pour qu'il prenne le pin, tout simplement. Mais si on l'intègre pour prendre le pin et qu'on ne fait pas le Sheamus Priest initial, c'est quoi le but? C'est parce qu'on voulait protéger Sheamus cette fois-ci dans la défaite? On ne veut pas que Priest batte Sheamus à nouveau? Et donc on intègre Hardy pour faire un triple threat? Je trouve ça bizarre, puisque protéger Sheamus, pourquoi faire? Il vient de perdre contre Hardy hier. Il vient de perdre contre Hardy clean hier. Hardy qui lui-même avait perdu contre Priest la semaine d'avant. Donc je vois pas l'intérêt de protéger Sheamus dans l'histoire. Donc l'idée de mettre Hardy pour qu'il prenne le pin, je la trouve pas nécessairement très cohérente, puisque Priest pouvait tout à fait battre Sheamus à lui seul.
sans intégrer Hardy dans l'histoire. Voilà, j'espère que je me suis fait comprendre, que c'est pas forcément très clair. Donc, l'intégration de Jeff Hardy m'interroge, et du coup, je me demande, alors, à l'heure actuelle, hein, on va dire, à l'heure où je vous parle, je vais quand même conserver Priest vainqueur, parce que Priest vient d'avoir le titre, il a un bon look, je pense qu'il convainc en backstage, il commence à être bien pushé, il a été bien mis en valeur dans le fameux triple threat dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, il y a un vrai push pour lui. Donc il n'y a aucune raison de lui faire perdre la ceinture. Sur le papier, il n'y a rien. Donc, à l'heure où je vous parle, je vais maintenir la victoire de Priest. Je donnerai quand même Hardy à ce moment-là pour prendre le pin, du coup, vu qu'ils l'ont intégré, même si je trouve ça bizarre de l'avoir fait. Bref. Mais pour être honnête, je me réserve la possibilité de changer d'avis et de donner la victoire à Jeff Hardy pour la surprise, qui prenne le titre. Alors, s'il le fait, ce serait sur Sheamus, hein. Absolument, évidemment, il ne faudra absolument pas que Priest prenne le pin. Et ça, il faut absolument pas le faire. Et c'est peut-être ça justement l'idée, c'est de faire un triple threat dans le but, non pas de faire le pin sur Hardy, comme tout le monde pourrait le penser, mais plutôt protéger Priest dans la défaite, et du coup, plutôt donner le titre à Hardy, qui viendrait faire le pin sur Sheamus. Du coup, ça ferait la deuxième fois dans la même semaine, hein. Pour avoir un petit feel good moment, peut-être pour remercier Hardy, voilà, et peut-être ensuite pour que Priest possiblement parte du côté de SmackDown, puisqu'il faut le rappeler, la draft va arriver juste après Extreme Rules, hein. La draft va arriver le vendredi 1er octobre, donc 5 jours après le pay-per-view, et l'Euro qui suivra, donc le 4 octobre, pour la suite, hein, la suite de la draft. Donc ça va arriver très très vite, et c'est pas impossible qu'il fasse ça, hein, la perte de titre de Priest, peut-être, pour que Priest parte du côté de SmackDown. Voilà, ça peut être une possibilité, et peut-être aussi un switch de ceinture, et que Nakamura et son titre intercontinental irait du côté de Raw, et peut-être Jeff Hardy du côté de SmackDown. Même ça me paraît très bizarre, parce que Hardy a fait quand même pas mal de temps aussi du côté de SmackDown ces derniers temps, donc je pense pas que ça vaille le coup de refoutre Hardy du côté de SmackDown. Voilà, mais en tout cas, soit c'est ça, et donc Priest irait à SmackDown, ou soit c'est carrément pour lancer Damien Priest vers le King of the Ring, puisque on sait, alors ça n'a pas été officialisé, mais ça semble très très proche, que la finale du tournoi King of the Ring et du Queen of the Ring, donc parce qu'on parle aussi d'un Queen of the Ring, les deux finales aient lieu à Crown Jewel en Arabie Saoudite, donc le 21 octobre. Donc pour l'instant on nous a pas officialisé les tournois, mais ça ne saurait tarder, hein, a priori. Et donc peut-être que le but de la manœuvre, c'est que Damien Priest parte du côté du tournoi et soit lancé pour aller très loin dans le tournoi, et du coup ne pas être pris, ne pas du coup être bloqué avec sa ceinture, et plutôt le laisser partir avec le tournoi, et que Jeff Hardy lui continue à faire ses petites affaires en tant que champion des États-Unis. Voilà, c'est peut-être ça l'idée, hein. C'est complètement du fantasy booking. Donc voilà, je résume, donc je donne la victoire à Damien Priest de façon, on va dire, la plus logique, hein, parce que c'est un champion frais, mais attention à ce que Jeff Hardy ne fasse pas la surprise. Je me garde ça en réserve, peut-être plus tard dans la semaine. C'est pas impossible que je change d'avis. Mais pour l'instant, victoire de Damien Priest. Le match peut être pas mal. Hardy, on sait, là, il est un peu en difficulté maintenant, hein, physiquement, c'est compliqué. Mais dans un triple threat, ça peut faire l'affaire. Sheamus, c'est une très très bonne valeur sûre. On l'a vu ces derniers temps. Il fait très peu de mauvais matchs. Et Priest aussi, moi, je le trouve très bien. Donc, ça devrait pas être un mauvais match, mais c'est vrai que quitte à choisir, j'aurais préféré une revanche mano à mano entre Priest et Sheamus. Voilà, et peut-être un petit storytelling autour du nez de Sheamus, vu qu'il dit qu'il a sur Twitter qu'il avait encore le nez en sang. Peut-être qu'il va nous refoutre le coup du masque protecteur. Et attention, parce que triple threat, ça veut dire pas de DQ, donc attention, les coups de masque peuvent aussi pleuvoir, et donc là il n'y aurait pas de DQ, donc attention. Voilà, ça peut être une idée aussi parmi tant d'autres par rapport au storytelling du match. Voilà, on va passer maintenant au match suivant. Les Street Profits contre les Usos pour les titres de tag team de SmackDown. Donc là encore, hein, pas de stipulation, toujours pas. Tout comme le Triple Threat, hein, pour le titre US,
pas de stipu, Carmella Morgan non plus. Alors le build-up, alors on avait vu juste après SummerSlam à SmackDown, Balor qui était venu faire face à Roman Reigns pour avoir son fameux title match qu'il n'avait toujours pas pu avoir, pardon, alors que les Usos étaient aussi présents, ils étaient là aussi, et les Usos vont attaquer Balor, mais les Street Profits vont venir pour faire le save sur Balor, et Balor va finir le show avec un coup de grâce sur Jimmy Uso. Le SmackDown suivant, les Usos arrivent sur le ring, tandis que Roman Reigns les regarde depuis son vestiaire. Jimmy Uso dit qu'il a essayé de comprendre pourquoi les Street Profits ont voulu mettre leur nez dans les affaires de la famille. Peut-être qu'ils veulent se faire un nom, qu'ils essayent de faire leur preuve, d'abord. Jey Uso dit qu'ils ont manqué de respect au Head of the Table et à la Bloodline, qu'ils fassent leur preuve face aux 7 fois champions par équipe. Les Street Profits font alors leur entrée et disent que les Usos sont des débiles et qu'ils étaient dans l'embarras devant Roman Reigns la semaine dernière. Qu'est-ce qu'ils font sur le ring sans la permission de Reigns, on a alors un Uso contre Street Profits dans la foulée et Montez-Ford fait son frog splash sur Jimmy Uso, suivi du tombé, mais Jey l'arrête, puis envoie Ford dans le poteau du ring à plusieurs reprises, et là l'arbitre met fin au match, et les Street Profits s'imposent par DQ. J'avais trouvé cette fin bizarre, mais visiblement, le problème c'était que Jey n'était pas l'homme légal, et il n'a pas écouté l'arbitre, il a continué de projeter Ford contre le poteau. Donc victoire des Street Profits par DQ. Après le match, les Usos continuent leur attaque sur les Profits, mais les Street Profits prennent le dessus, puis vont célébrer sur la table des commentateurs. Et on voit alors Roman Reigns et Paul Heyman qui regardent tout ça depuis le vestiaire de Reigns. Dans le main event, Balor va affronter Reigns pour le titre, mais Finn Balor se fait attaquer avant le match par les Usos, juste pendant son entrée. Donc on a un Balor qui est diminué. Les Street Profits finissent alors par arriver, puis course les Usos jusque dans les coulisses, pour avoir un match mano à mano entre Reigns et Balor, mais un Balor diminué. Et quant au match en lui-même, justement, j'en parlerai plus tard, lorsque j'évoquerai le match entre Reigns et Demon Balor. Le SmackDown suivant, les Usos affrontent à nouveau les Street Profits, mais les titres sont cette fois-ci en jeu. À la fin du match, Montez-Ford fait son frog splash sur l'un des Usos, suivi du tombé, mais Roman Reigns monte sur le ring pour l'arrêter. L'arbitre met fin à la rencontre. On a donc encore une victoire des Street Profits, mais par disqualification. Donc c'est quand même la deuxième fois que ça arrive en 2 semaines. Pas très original. Après le match, Roman Reigns fera même une guillotine sur Montez-Ford qui s'évanouira. Et Demon Balor fera alors son apparition pour la première fois depuis bien longtemps. Voilà, j'ai trouvé ça peut-être un peu dommage que Demon Balor se montre comme ça. Moi, j'aurais gardé un peu ça pour le pay-per-view et pas le montrer comme ça en weekly, là, le balancer comme ça. Alors certes, c'était le gros show du Madison Square Garden, mais bon, moi je l'aurais quand même gardé un peu sous le coude, ce Demon Balor, qui, il faut le dire, a changé de tenue, un peu de peinture, il a maintenant un pantalon, voilà, je trouve pas mal. Et puis avec sa grosse barbe noire là, il est pas mal, il est plutôt stylé. Je me suis dit que c'était peut-être aussi pour vendre une nouvelle figurine, puisque forcément ils vont finir par sortir la nouvelle figurine avec du nouveau démon, avec cette nouvelle tenue. Alors moi personnellement je l'ai en plus la figurine initiale du démon, donc c'est un peu comme Apple quoi. Il faut tout changer, il faut changer tout le matériel. Donc ça c'est pareil, nouveau Balor, il va falloir aussi l'acheter. Faut tout acheter, il va falloir acheter la figurine, voilà. C'est comme ça que ça se passe, c'est du business. Donc on va pas tarder je pense, on va sûrement avoir la figurine du nouveau Balor d'ici quelques mois je pense. Et donc dans le SmackDown de la semaine dernière, les Usos perdent en opener face à une team, on va dire une team one shot, composée de Big E, donc le nouveau champion d'Euro, et Balor. Voilà. Et en coulisses, les Street Profits font une promo pour évoquer la petite fête de Belair, puisque Belair, la gloire locale, est à Knoxville, dans le Tennessee, chez elle. Et du coup, les Street Profits font savoir qu'ils ont faim des titres par équipe de SmackDown, que les Usos ont peur, qu'ils font le sale boulot de Reigns en attaquant Big E, puisque Big E a été attaqué backstage par les Usos dans cet épisode de SmackDown. Et donc, du coup, quand les Usos, quand ils font ça, ce sale boulot, ça les distrait, et que par conséquent, ils vont perdre leur titre. Et les Street Profits finissent comme d'habitude leur promo en disant « The Street Profits are up, and we want the smoke !» Voilà, ça c'est comme d'habitude la promo classique des Street Profits.
Quant au pronostic du match, je vois pas de changement de ceinture, conservation des titres par les Usos, d'autant plus que là, les Profits ont gagné, on peut le dire, hein, 2 fois de suite. Alors c'est par DQ, mais ils ont quand même gagné à chaque fois, donc ça ferait beaucoup là. Donc du coup, ça ferait 3 victoires consécutives pour les Profits. Et en plus, les Usos viennent à nouveau de perdre. Donc dans le dernier SmackDown contre cette équipe One Shot hein, constituée de Biggie et de Valor, ça fait beaucoup de défaites là pour les Usos, hein, mine de rien, hein, en cumulant tout ça. Donc je vois encore moins de défaites des Usos à cause de ça. Hein, ça les affaiblirait beaucoup trop. Et puis bon, ils sont champions depuis peu, les Usos. Ça fait pas encore, leur règne est encore assez frais. Je vois vraiment je vois pas de raison, il n'y a pas de raison pour changer. Et puis il y a la Bloodline toujours avec les 3 ceintures. Voilà, et je suis content parce que je l'avais dit dans une vidéo précédente que justement pendant SummerSlam là, avec Cena qui était dans les parages, on voyait plus trop la Bloodline regroupée avec toutes les ceintures. On voyait Reigns qui était de son côté et les Usos de l'autre. Donc je trouvais ça un peu dommage. Et là maintenant, depuis le post SummerSlam, on est revenu à une configuration plus classique avec la Bloodline, avec leur t-shirt Bloodline aussi. Voilà, la version noire et la version blanche. Voilà, donc je trouve ça bien comme tableau de voir les trois hommes avec la ceinture et puis avec Paul Heyman à leur côté. Voilà, donc pour moi, il n'y a pas de raison de changer. Je pense pas qu'il y aura de draft du côté des Usos parce que si on fait passer les Usos du côté de Raw, a fortiori, ça obligerait aussi Reigns à passer du côté de Raw. Ça ferait beaucoup. Je ne pense pas qu'ils le feront. On va rester du côté de SmackDown. Donc peut-être que les Street Profits vont aussi partir du côté de Raw. Ça c'est quelque chose que je vois d'ailleurs davantage arriver. Street Profits qui seront donc voilà là peut-être plus comme adversaire de transition avant de repartir à Raw et partir sur de nouveaux challenges. Voilà, et il faudra aussi donner d'autres adversaires aux Usos. On voit quand même que du côté de Raw, il y a un paquet d'équipes maintenant. Là, ils en ont rajouté, ils en ont créé même. Donc Ali Mansour, et puis là, on a Garza Carillo. Là, ça fait quand même beaucoup d'équipes. Et les Viking Raiders, hein, c'est une idée que j'avais eue, de voir les Viking Raiders draftés du côté de SmackDown pour avoir une feud avec les Usos. Je trouverais ça vraiment bon, et je pense même qu'ils vont le faire. Voilà, pour moi, je trouvais que ça serait une bonne idée. Il y aurait, parce que du coup, comme je ne vois pas les Usos partir à Raw, et en tant que champion, je ne vois pas du coup les RK-Bro partir du côté de SmackDown, hein, donc, puisque du coup, si on switch les champions, forcément, faut switcher les autres champions. Donc, je pense pas que ça bougera en termes de positionnement des 2 équipes hein, championnes, donc Usos et RK-Bro. Donc, je mettrais bien les Viking Raiders comme feud à venir face aux Usos du côté de SmackDown. Le match sera sûrement très bon. Usos Profits, va dire que voilà, les 2 équipes commencent à bien se connaître. On va avoir une belle alchimie sur le ring, on va avoir des belles manœuvres. Ça va être très aérien, très spectaculaire, très dynamique. Et là, pour le coup, c'est un match qui aurait vraiment le profil parfait pour être l'opener de ce pay-per-view. Voilà, je le verrai bien comme ça. On verra s'il y a une stipulation ou pas. Ça n'a pas l'air d'être parti pour. En tout cas, pour l'instant, c'est pas justifié de mettre une stipulation particulière ou extrême. Voilà, donc on verra bien quoi. Peut-être un tornado, voilà. Tornado éventuellement, ce qui permettrait de ne pas faire de changement et de se bagarrer un peu partout autour du ring et avoir des gros spots sur la table des commentateurs qui s'écroulent, écrasement contre les barricades, etc. Et partir un peu vers la rampe, voilà, se balader un petit peu. Ça, c'est ce que j'aime bien dans les tornados et ça peut être aussi une bonne idée de mettre cette stipulation pour Extreme Rules. Voilà, une idée comme une autre. Voilà, on va passer donc maintenant au match suivant. Charlotte Flair va défendre son titre féminin d'Euro pour affronter Alexa Bliss. Alors en termes de build-up, il y a quand même eu pas mal de choses, puisque si on revient en arrière au fin août, hein, on avait au Raw post SummerSlam, on avait Charlotte qui était arrivée sur le ring et qui demandait s'il y avait vraiment des gens qui doutaient qu'elle sortirait de SummerSlam avec la ceinture de championne d'Euro. Puisque effectivement Charlotte venait donc de reprendre le titre dans le Triple Threat de SummerSlam, on s'en souvient. Charlotte dit alors qu'elle n'a pas suffisamment de doigts pour compter, 12 fois championne. Alors bon, on lui retire quelques titres, hein, c'est toujours pareil, mais bon, elle dit qu'elle est 12 fois championne, une fois championne de Diva, 5 fois championne de SmackDown et 6 fois championne d'Euro.
Elle est la catcheuse la plus décorée de la WWE et personne n'arrive à la cheville de votre reine et de votre championne Charlotte Flair. Elle est surprise que personne n'ait fait de statue pour elle, la statue de l'opportunité. Aucune femme ne pourra égaler son héritage lorsqu'elle va partir. Elle va garder le titre de Raw jusqu'à épuisement. Elle n'a pas besoin d'amis, elle n'a pas besoin de sa famille, et encore moins du WWE Universe. Et quand elle s'est réveillée ce matin, elle a frissonné en voyant son physique. Un don de Dieu, voilà, elle commence à se faire mousser. On peut l'admirer, elle est ici pour restaurer l'ordre, et de voir qu'une vraie femme tienne le titre doit nous rendre fiers de regarder Raw. Voilà, rien que ça. Elle ne rigole plus, elle espère que tout le monde écoute bien. Elle a commencé la première révolution féminine, et ce soir, elle en commence une autre. On peut la remercier maintenant ou plus tard, mais il ne faut pas oublier de se prosterner comme elle est notre championne. Charlotte pose alors sur le ring, mais Alexa Bliss donc arrive sur la scène avec Lily dans ses mains. Bliss félicite Charlotte. Elle et Lily voulaient simplement lui dire bonjour. Voilà, c'était rien d'autre que ça, mais c'est déjà une première graine plantée pour une nouvelle feud. Dans l'Euro suivant, Jax bat Charlotte. Et oui, Jax bat Charlotte. Hein, c'était un match qui ne comptait pas pour le titre. Dans un match qui était vraiment très bizarre, hein, une sorte de, entre guillemets, de work-shoot match assez horrible et malaisant. Ça, c'était un match dont on a beaucoup entendu parler quand même durant cette semaine-là. Et Bliss est alors aux abonnés absents dans cet épisode. C'était ça qui était étrange, alors qu'on plantait une première graine la semaine d'avant, et là, que dalle. Et en plus, Jax bat Charlotte, la championne, rien que ça, quoi. Étonnant. Et donc, dans l'Euro suivant, Nia Jax ayant battu Flair, on a le droit la semaine suivante, donc, à un title match, cette fois-ci, entre les deux, donc un rematch, mais cette fois-ci avec le titre en jeu. Victoire de Charlotte Flair, cette fois-ci grâce à un Natural Selection, profitant d'une distraction de Baszler envers Jax, dont le duo peine décidément à splitter. À ce moment-là, on se demandait quand est-ce qu'ils allaient enfin en finir entre ces deux-là. Après le combat, Baszler décide de partir, sans Nia Jax. Alexa Bliss apparaît alors, enfin. Elle fait son grand retour, Bliss, après 2 semaines d'absence. Elle apparaît sur le Titantron et dit que c'est le moment d'avoir un peu de plaisir après la bataille. Elle invite Charlotte sur son terrain de jeu. Lily espère qu'elle amènera sa robe. Charlotte dit qu'elle n'est pas intéressée à jouer avec Bliss et ne va définitivement pas venir sur son terrain de jeu. Bliss dit que c'est dommage. Lily a beaucoup d'énergie ce soir. Si Charlotte ne vient pas, elles vont simplement amener le terrain de jeu à elle. Les lumières commencent alors à clignoter pour ensuite s'éteindre, et Alexa Bliss apparaît sur le ring par magie avec Lily. Charlotte demande alors ce que Bliss veut. Bliss pointe du doigt le titre de Raw. Charlotte demande à Bliss demande si Bliss veut un combat pour le titre. La foule chante bien sûr yes, yes, yes. Charlotte dit qu'elle l'aura, mais c'est son terrain de jeu ici et pas celui de Bliss. Dans l'Euro suivant, Charlotte bat cette fois-ci Shayna Baszler grâce à une distraction cette fois-ci de Jax sur Baszler, donc on inverse les rôles par rapport à la semaine d'avant. Et après le combat, Alexa Bliss arrive sur le ring avec Lily et un cadeau. Bliss dit qu'elle sait que Charlotte est très occupée avec son truc de reine là, mais elle voulait lui donner un cadeau pour la remercier d'avoir accepté le match d'Extreme Rules. Charlotte dit que Bliss ne connaît pas ses goûts, elle ne collectionne pas les poupées, mais bien les titres. Il arrive un moment où les filles doivent laisser leurs poupées à la maison. Bliss dit que tout le monde aime un beau cadeau, elle doit le prendre. Charlotte répond non, Bliss répond oui. Charlotte accepte finalement le cadeau et l'ouvre. Et ce cadeau renferme une poupée à l'effigie de Charlotte, avec une ceinture de championne d'Euro qui est également sur cette poupée. Bliss dit que son nom est Charlie, et on dirait presque Lily. Et la foule commence déjà à chanter « Charlie, Charlie, Charlie ». Bliss dit alors qu'elle voulait lui donner quelque chose pour jouer après Extreme Rules, quand elle lui aura pris son titre. Tout le monde mérite une amie, même une chienne narcissique comme toi, Charlotte. Même toi. Et Charlotte dit alors qu'elle reconnaît être narcissique. Elle apprécie que la poupée ait la même tenue qu'elle. Mais Bliss est folle si elle croit pouvoir lui prendre son titre. En attendant, elle va envoyer sa vraie figurine Mattel à Bliss dans son espèce de camisole, là, enfin de pièce capitonnée, et elle, puisqu'elle la prend pour une folle. Et la reine va vivre longtemps. Charlotte balance la poupée en pleine face de Bliss et l'affrontement éclate. Et Bliss lui fait un code red, un joli code red pour la sortir du ring. Dans l'Euro d'hier soir, voilà, on en est déjà rendu à hier soir, Alexa Bliss invite
Charlotte Flair dans son playground, donc sur le ring. Charlotte dit qu'elle aimerait rappeler que Bliss a déjà été une compétitrice de haut niveau, mais elle préfère se comporter en gamine. Ah bon. Bliss dit qu'elle veut seulement avoir du plaisir, une soirée entre filles avec Lily. Bliss remarque que Charlotte n'a pas amené Charlie avec elle. La foule chante alors « On veut Charlie ». Donc Charlie incroyablement over depuis 15 jours là. Bliss dit que c'est ok, puisque il n'y a pas de problème, puisque elle l'a emmené justement Charlie. Elle est là, elle la ressort d'un sac. Charlotte dit alors à Bliss qu'elle ne veut pas de Charlie. Bliss est franchement embarrassante. Elle veut Alexa Bliss, elle veut l'ancienne Bliss. Elle veut la 5 Feet of Fury, quoi, la petite fille, la petite fille d'1m65 qui est pleine de fougue, quoi. C'est comme ça qu'on l'a surnommée, l'ancienne Bliss, quoi, celle qui avait les capacités pour être championne. Bliss ne peut pas l'avoir avec ses jeux débiles, là, avec ses mind games. Bliss cache à quel point en fait elle est fragile et délicate. Charlotte dit que Bliss avait pour habitude de marcher sur le ring avec un titre, et maintenant bah, elle se promène avec une poupée, quoi. Voilà. Et Charlotte dit que de toute façon, si Bliss était championne, c'est parce qu'elle n'était, à l'époque, c'est parce qu'elle n'était pas dans le même roster. Elle a d'ailleurs du mal à comprendre comment elle est passée, hein, Charlotte, du main event de WrestleMania 35 à Bliss et ses poupées. Donc une sorte finalement d'autodérision envers le booking de la WWE, hein, il faut le dire. Je suis la seule et l'unique, hein, je suis the real deal. J'ai battu une presque super-héroïne, hein, donc c'est Nikki Ash, et un cauchemar, évidemment, Ripley. Bliss semble lui adresser un cri désespéré, là, pour avoir de l'aide. Alors elle va essayer de l'aider, et de la ramener sur Terre. Est-ce qu'elle veut attendre dimanche, ou le faire dès ce soir? Bliss dit qu'elle comprend. Charlotte est la meilleure, personne ne peut la toucher, hein. Oui, Charlotte a gagné plus de titres que tout le monde, mais elle a aussi perdu plus de titres que tout le monde. Maintenant, elle veut lui demander qui est Charlotte Flair, sans titre. Sans titre, c'est qui Charlotte Flair? Personne ne le sait, car même Charlotte ne le sait pas. Si Charlotte n'a pas de titre, elle n'a pas grand chose en réalité. Elle n'a pas besoin de jouer avec Charlotte et de faire du mind games pour montrer ses angoisses et pour les afficher. Charlotte a peur de voir le titre de Raw lui échapper. Qu'est-ce que Charlotte pourrait dire au public sans son titre? La foule alors chante Wouh! Et Bliss dit que c'est même pas le ce n'est même pas le chant original, ça n'appartient pas à Charlotte à la base. Alors évidemment, allusion à son père, bien entendu, et que même une chienne narcissique comme Charlotte mérite d'être heureuse. Donc ça fait 2 fois qu'elle la traite comme ça. Charlotte alors, on a l'impression que c'était pas scripté, dira une très bonne réplique, dira alors à Bliss, puisque Bliss disait que justement, bah c'est pas son chant original ça, et dit ah bah tu vas quand même pas me parler d'originalité toi, hein. Hein, voilà, en référence bien sûr à Wyatt, puisque évidemment Bliss, on peut le dire, n'est qu'une pâle copie, une imitation de Wyatt. Hein. Voilà, c'était une belle référence. Hein, donc chacun se faisait une référence envers 2 personnes qui ne sont plus là. Donc c'était assez drôle. Bliss dit que Charlotte peut la traiter de folle, mais ce n'est pas important car elle sait qui elle est. Et elle n'a pas besoin du titre pour rester importante. À Extreme Rules, tu pourras m'appeler championne. Voilà. Et Charlotte dit que Bliss ne pourra jamais savoir ce qu'est une Charlotte sans titre, hein, puisqu'évidemment elle va gagner. Charlotte pousse Bliss alors, l'affrontement éclate, Charlotte fait une big boot à Bliss, Charlotte récupère alors Charlie, lui arrache la tête, hein. Charlotte alors s'approche de Lily, mais Bliss l'attaque et lui fait son DDT pour la sortir du ring. Voilà pour le segment. Là où je suis content, on va dire, c'est que depuis 2 semaines là, de par ces 2 segments, c'est qu'on a vraiment une Bliss qui est, il faut le dire, on a complètement laissé de côté le côté vraiment creepy, spooky, fantastique, etc., etc. On est sur quelque chose d'un peu plus terre à terre, on a une Bliss un peu plus humaine. Alors certes, elle reste dans sa gimmick, hein, évidemment, personnage un peu inquiétant, voilà, un peu imprévisible, mais on a arrêté tous les effets spéciaux, on a arrêté toutes ces merdes qu'il y avait encore avec Orton à l'époque. Et puis du temps, on va dire, du Thunderdome. Là maintenant, on est sur quelqu'un d'un peu plus abordable, un peu plus humaine, et qui fait des vrais promos, et qui parle de choses qui ont du sens. Voilà, elle parle de choses quand même qui sont un peu plus humaines. Je sais pas, quand elle dit elle n'a pas besoin d'un titre pour se sentir importante, voilà, faire des cadeaux, voilà, quand même, avoir une dose d'empathie. Envers quand même son adversaire, même si elle trouve que voilà, elle en fait trop, Charlotte, que tout ne pense qu'au titre à chaque fois.
mais il y a des réflexions, on va dire, dans le caractère, le personnage de Bliss, qui sont très humaines. Et ça, j'ai plutôt aimé. Donc les échanges, je les ai trouvés bons. Le segment était bon, hein, j'ai trouvé, c'était plutôt efficace. C'est un bon segment pour builder une dernière fois le match. Donc de ce côté-là, c'était plutôt efficace. Donc c'est beaucoup plus intéressant, je trouve, que quand c'était Bliss contre Eva Marie, hein, ça c'est clair. Maintenant, on va passer au pronostic. Je ne vois pas de changement de ceinture. Victoire de Charlotte Flair. Le match peut être vraiment intéressant par contre. Parce que Bliss, mine de rien, c'est quand même pas une mauvaise lutteuse. On sait qu'elle est capable de faire de jolis moves sur le ring. Elle se déplace bien sur le ring. Elle est assez mobile, assez souple. Elle peut faire de très bons moves, on l'a déjà vu. Notamment son code red que je trouve très beau. Donc je pense qu'elle peut proposer offrir une belle opposition à Charlotte. Un match qui va être complètement dans un autre registre. Charlotte Flair là qui va... Alors ça va un tout petit peu rappeler Charlotte Flair contre Nikki Ash, un personnage un peu plus enfantin face à la reine Charlotte. Et là c'est encore pareil. Charlotte qui va affronter un personnage qui est un peu plus, on va dire, formaté pour les enfants, pour les plus jeunes, mais encore un autre type de personnage, donc encore un autre personnage, un très Disney, mais qui va encore sortir on sort complètement du cadre de la super-héroïne là on va partir sur complètement autre chose, donc ça va être un peu dans la même configuration en quelque sorte, mais le match peut être sympa, mais je vois pas de changement de titre, et puis alors il peut y avoir des arguments en faveur de Bliss, en disant que par exemple, comme d'habitude, Charlotte, elle fait des petits règnes à chaque fois, donc plus elle perd sa ceinture, plus elle peut leur gagner, et donc plus elle peut gonfler son palmarès. Voilà, ça c'est un argument comme un autre. En plus, du coup, si Bliss prenait le titre, avec la perspective d'un Queen of the Ring, évidemment, on pourrait avoir Flair, donc du coup sans sa ceinture, partir vers un nouveau défi en disant le Queen of the Ring, c'est évident, c'est moi la Queen of the Ring, et je vais vous le prouver en remportant ce tournoi. Voilà, ça peut être aussi quelque chose comme ça, parce que je ne vois pas de championne, je ne vois ni la championne de Raw, ni la championne de SmackDown participer au Queen of the Ring. Je pense que c'est pour d'autres filles justement qui n'ont pas de ceinture, qui ne sont pas forcément très mises en valeur, et je pense que ce serait pas mal. Ce serait pas mal que du coup, si Flair participe, ça serait vraiment sans qu'elle soit championne. Voilà, sans qu'elle ne soit championne. Donc ça serait encore un argument à ce moment-là pour que Bliss gagne le titre. Et puis c'est quelque chose, un argument que je vous avais donné lorsque j'avais pronostiqué Alexa Bliss au Money in the Bank. Je pense que c'est aussi quelqu'un qui a battu un travail énorme durant de nombreux mois, là, depuis qu'elle est devenue comme ça, hein, avec son personnage, et que elle a beaucoup fait les build-up sans Wyatt, hein. Elle a tout fait toute seule souvent, notamment pour WrestleMania, et son personnage, je trouve qu'elle le campe admirablement, même si je suis pas du tout la cible, et que c'est quelque chose de très enfantin, et qui semble fonctionner, hein. On l'a vu hier. Alors certes, on était en Caroline du Nord, enfin on était chez Charlotte, mais pas que. Bliss plaît aussi, hein, et son personnage, We Want Charlie, enfin même sa poupée, la poupée Charlie, allez, je suis Charlotte, qu'elle a sorti il y a 2 semaines, elle est déjà over, quoi. Donc ça plaît, qu'on le veuille ou non. Moi je suis pas la cible, et je pense que beaucoup de personnes qui vont m'écouter ne vont pas non plus se sentir très concernés. Mais si ça fonctionne chez les Américains, ça fonctionne. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si ça fait en plus vendre du merch, si ça se trouve les poupées vont peut-être bien vont fonctionner bien aussi. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Si ça fonctionne, ça fonctionne. Hein, voilà, c'est du divertissement. Hein, c'est le E de la VVE. Hein, voilà, on sait que le catch est malheureusement pas forcément le W, le wrestling n'est pas forcément très mis en valeur ces derniers temps, mais que c'est surtout le E qui compte. Mais voilà, donc c'est le Big E, hein, sans faire jeu de mots, le Big E. Mais Bliss, voilà, ça fonctionne, hein, le personnage. Hein, donc, mais il y a quand même des graines plantées. C'est aussi ça que j'ai aimé dans ce segment d'hier. C'est quand même que Charlotte nous tease quand même l'ancienne Bliss, donc celle qui gagnait des titres avant. Hein, celle qui était compétitive, et aussi une compétitrice, hein, de haut niveau. Donc ça, je trouvais ça intéressant. Maintenant, est-ce qu'ils vont aller jusqu'à remettre la Bliss d'avant? J'en suis pas si certain, puisque comme je vous disais, ça fonctionne bien, son personnage.
Donc je suis pas sûr, et puis bon, il est pas si vieux que ça, son personnage, hein. Donc je suis pas sûr qu'on ait encore fait le tour. Et puis il y a aussi la possibilité qu'elle soit draftée. Voilà. Et c'est d'ailleurs donc là j'en finis là pour les arguments en faveur de Bliss. Voilà, lorsque je vous disais que elle pouvait gagner le Money in the Bank, voilà, et gagner le titre derrière, voilà, pour la remercier. Et donc là, elle pourrait tout à fait gagner le titre. Voilà, c'est un argument, mais j'y crois pas trop. Conservation pour moi de Charlotte. Et par contre, Bliss, ce serait pas impossible qu'elle soit draftée à SmackDown. Ça serait un petit avis personnel. Et aussi que Bliss parte aussi du côté du Queen of the Ring. Ça peut être aussi un très bon défi pour elle. Ce serait sympa. Parce qu'on peut constater qu'il y a quelques filles qu'on est en train de mettre en avant là. Doudrop hier, voilà, qui a encore battu Eva Marie. Shayna Baszler, qui a battu Nia Jax hier. Voilà, étonnant. Qui a fait très mal à Nia Jax. Et Naomi, qui avait complètement disparu. Là, qui a encore quelques difficultés avec Sonya Deville, mais on la voit à l'écran maintenant. Je me demande si tout ça, c'est pas pour nous représenter un peu tout le roster féminin, là, nous les remettre un peu à l'écran, pour peut-être présenter le futur Queen of the Ring. Le Queen of the Ring. Donc voilà, c'est qu'une hypothèse. Donc je pense que Bliss va plus partir du côté du tournoi, et peut-être même être drafté à SmackDown. Hein, parce que ça fait un petit moment qu'elle est à Raw quand même, Bliss. Donc voilà, et puis bah, avec une Charlotte championne, il y a aussi une perspective si on se projette bien plus loin, parce que il y a Crown Jewel après, mais Crown Jewel, il y aura a priori pas de match de championnat, ni du côté de Raw, ni côté SmackDown. Le quota, enfin ces derniers temps, le quota des shows saoudiens, le quota féminin, c'est un match. Maintenant, il y a un match féminin. C'est déjà un progrès, mais bon, ils ont mis un match. Mais voilà, c'est tout. Mais si il est confirmé que le match féminin sera la finale du tournoi Queen of the Ring, bah à ce moment-là, il n'y a plus de place pour un match de championnat. Donc je pense que va falloir attendre 2 mois avant, enfin, peut-être moins, mais dans les weekly, voilà, il faudra attendre les weekly pour avoir des matchs de championnat féminin. Parce que le pay-per-view suivant, c'est Survivor Series. Encore un pay-per-view dans lequel il n'y aura pas de match de championnat, forcément, puisque ce sera du Raw contre SmackDown. Donc, Raw contre SmackDown, donc je me projette là. Je pense que le Charlotte Becky Lynch, il est très très tentant. Charlotte Becky Lynch, personne ne voudrait passer à côté de ce match. Donc je pense que c'est ce qu'on nous réserve. Même si c'est du heel contre, heel, winner heel, hein, on va dire. Mais ils l'ont déjà fait, hein, ils ont déjà fait des matchs heel contre heel dans des Survivor Series. Hein, ils ont fait un Bobby Lashley, Sami Zayn l'année dernière, par exemple. Hein. Ça, c'est pas un problème. Donc, moi, je verrais bien Becky contre Charlotte. Donc, championne contre championne. Donc, c'est pour ça aussi que je ne vois pas de changement de ceinture. Voilà. Donc, Charlotte conserve. Mais ils peuvent protéger Alexa Bliss dans la défaite. Hein. Voilà, ça dépendra comment ça va être monté, mais il y a des façons multiples de protéger quelqu'un dans la défaite. Maintenant, c'est toujours pareil dans mon pronostic. On n'y a pas de stipulation pour l'instant, donc peut-être qu'on l'apprendra plus tard. Et évidemment, ça peut modifier certaines idées, peut-être même certains pronostics, si on apprend qu'il y a une nouvelle stipulation qui a été ajoutée. Donc pour l'instant il n'y en a pas, mais si c'est no DQ, bah, forcément ça peut aussi apporter pas mal de choses dans la construction du match et protéger encore davantage Bliss dans la défaite, parce que voilà, pour moi Bliss devrait perdre ce match, mais ce match me rend plutôt curieux, j'ai envie de dire. C'est une autre configuration un peu qui va être originale. Voilà, 2 oppositions complètement de personnages et de style. Ça peut être très intéressant à voir. On va passer maintenant au match suivant. Becky Lynch qui défendra son titre féminin de SmackDown face à Bianca Belair. Donc bon, on reviendra pas sur l'horreur hein, qui s'est passée à SummerSlam, hein, cette humiliation de Belair et ce squash hein, de Becky. Là, c'était quand même assez gênant et voilà, ça m'a beaucoup énervé et j'ai eu du mal à décolérer par la suite. Lors du SmackDown qui a suivi SummerSlam, Becky arrive, fait une promo et dit que ça fait du bien d'être de retour, mais pas seulement de retour, elle est de retour au top. Les fans lui ont manqué, et lorsqu'elle a dû rendre le titre féminin d'Euro vacant l'année dernière, c'était l'une des choses les plus difficiles qu'elle ait eu à faire, mais elle s'est battue pour revenir. Maintenant elle a une nouvelle vie et de nouvelles priorités. Concernant SummerSlam, elle est désolée. Pour absolument rien!
Tout était une question de timing. Tout ce dont elle avait besoin, c'était une opportunité. Belair fait son entrée alors et dit que si Becky Lynch pense que tout va bien après ce qu'elle a fait à SummerSlam, elle se trompe. Elle a travaillé trop dur pendant trop longtemps pour que Lynch vienne et la batte en 26 secondes. Becky Lynch veut parler de timing, très bien. Belair a accepté son challenge de dernière minute, alors pourquoi ne pas l'affronter pour le titre dès ce soir? Zelina Vega arrive alors à son tour et dit que Belair est réduite à pleurer pour un rematch. Belair devrait retourner derrière tout le monde et lui laisser avoir un match contre Becky Lynch. Carmella arrive elle aussi pour dire que Becky devrait affronter la plus belle femme de la WWE. On lui avait dit qu'elle était la remplaçante de Sasha Banks 1 heure avant son match. Elle n'a pas eu le temps de se préparer. Liv Morgan fait alors son entrée et elle dit qu'elle ne comprend pas pourquoi ces deux catcheuses pourraient avoir un match de championnat alors qu'elles sont battues semaine après semaine. Voilà, ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure pour le build-up du Carmella Morgan. Morgan en a ras le cul des filles qui ont tous les passe droits alors qu'elle, elle a jamais rien. Voilà. Si Becky Lynch cherche une challengeuse, eh ben, elle est là. Voilà ce que dit Morgan. Belair dit alors qu'elles ont toutes perdu la tête, ces filles-là. C'est entre The Man et moi-même. C'est entre nous deux que ça se passe. Elle propose alors un match à Becky Lynch pour ce soir. Becky répond alors tout simplement nope et quitte le ring. Bianca Belair attaque alors Zelina Vega, puis une bagarre éclate et au final on aura un Fatal 4-Way Elimination Match entre Belair, Vega, Morgan et Carmella pour désigner la prochaine challengeuse pour Becky Lynch. Belair s'imposera finalement sans surprise dans ce match en battant Liv Morgan en finale dans une belle confrontation dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure. Voilà, ça c'était pour le match. Dans le SmackDown suivant, donc on a bien sûr un Belair donc qui aura droit à un match contre Becky Lynch. Becky Lynch donc fait son entrée donc la semaine suivante. La foule commence à chanter You deserve it. Donc quand même du soutien toujours pour Becky Lynch. Lynch dit que la semaine dernière elle a été interrompue par toutes les catcheuses du vestiaire. Elle n'a même pas pu parler à Bianca Belair. C'est une sacrée athlète Belair. Probablement la catcheuse la plus athlétique de l'histoire de la WWE. C'est la seule autre femme, à part moi bien sûr, à avoir remporté le main event de WrestleMania. Elle était excitée d'avoir un match contre Bianca Belair à SummerSlam. Son retour a sauvé le match de Belair. Quand Sasha Banks n'a pas pu venir, il a été décidé d'appeler le plus gros nom qui restait. Elle attendait de reprendre son titre depuis qu'elle est partie et Belair n'était juste pas prête. Elle peut s'autoproclamer la IST et penser qu'elle est la meilleure, mais on sait que c'est un mensonge. Bianca Belair fait alors son entrée et dit que le titre était plus qu'un titre pour elle. C'est une partie d'elle-même pendant 132 jours. Ce moment à SummerSlam est gravé dans son esprit. Elle a fait tout ce chemin tout pour perdre en 26 secondes, quoi. Becky Lynch vient ici et dit son nom comme si elle la connaissait, sauf qu'elle ne la connaît pas. Belair explique pourquoi elle est appelée la IST of WWE. Elle dit ensuite que Roman Reigns, justement, il est prévu pour défendre son titre ce soir contre Balor. Alors pourquoi pas moi contre Becky Lynch? Voilà, elle propose. La championne répond qu'elle s'en fout de ce que fait Roman Reigns et refuse. Mais dans les coulisses, Becky Lynch est arrêtée par Deville et Pierce qui lui disent que Bianca Belair aura son rematch pour le titre féminin de SmackDown. Lynch répond que ça arrivera lorsqu'elle sera prête. Ils lui disent que ce match aura lieu à Extreme Rules. Voilà. Une signature de contrat aura d'ailleurs lieu la semaine prochaine au Madison Square Garden. Voilà comment a été annoncée la chose. Et donc, la semaine suivante, Bianca Belair fait son entrée pour la fameuse signature de contrat en vue d'Extreme Rules. Pierce et Deville sont au bout de la table sur le ring et lui présentent le contrat. Belair se dit contente d'être au Madison Square Garden. La dernière fois qu'elle était sur le ring avec Becky Lynch, elle ne s'attendait pas à avoir un match pour le titre. Elle la respecte comme compétitrice et comme maman, une nouvelle maman. Belair évoque les 26 secondes, car si ça avait été un vrai match, le résultat aurait été différent. Belair signe le contrat et Lynch fait alors son entrée à son tour avec un gros manteau de fourrure de Kyra bien rouge vif. Becky Lynch refuse de signer le contrat et demande ce que ça fait si elle ne le signe pas. Ça ferait quoi? Sonya Deville lui dit de signer le contrat. Bianca Belair lance un chant Sign it, sign it. Becky Lynch se plaint alors que les fans chantent Sign it, alors qu'on chantait tous on veut Becky, we want Becky lorsqu'elle était chez elle. C'est vrai. Alors et puis là elle est revenue à la dernière minute.
Elle a battu la championne en 26 secondes, et c'est comme ça qu'on la traite? Elle va lui donner son match, ok, elle va le faire, mais il se terminera de la même manière hein, qu'à SummerSlam. Voilà. Et Becky, finalement, signe le contrat. Et on en arrive au dernier SmackDown. Kane était là. On pouvait un petit peu s'en douter puisqu'on était, donc, comme je vous le disais tout à l'heure, à Knoxville dans le Tennessee. Et on sait que Kane est le maire du comté de Knox, hein, de Knox County. Donc il est du coin. Et il fait son retour pour célébrer Belair, hein, l'enfant du pays. Belair dit que tout ce qu'il se passe dans notre passé construit notre futur. Knoxville, c'est la ville qui a fait d'elle la IST. C'est ici que son père lui a appris que si quelqu'un commence quelque chose avec toi, tu ferais mieux de le terminer. Et Becky Lynch l'a surprise à SummerSlam, mais elle s'est toujours battue, elle veut reprendre la ceinture. Kane lui présente une énorme clé, là, la clé de la cérémonie de la ville, voilà, c'est comme ça que ça se passe là-bas. Bianca Belair se dit fière et chante la chanson locale, hein, Rocky Top, avec la foule. Becky Lynch fait alors son entrée, chante la suite de la chanson un peu pour se moquer. Elle dit que Bianca Belair ne sera pas championne à Extreme Rules et qu'elle n'est que la championne de Knoxville. Belair lui demande pourquoi elle est ici. Lynch répond que SummerSlam, c'était sa soirée, tout comme Extreme Rules sera aussi sa soirée, mais ce soir, c'est la soirée de Belair. Alors, elle est juste venue lui montrer son respect. Becky Lynch lui tend alors la main, et Bianca Belair l'accepte. Becky Lynch se retourne pour partir, mais Belair refuse de lâcher sa main. Lynch tente alors une prise, mais Belair la contre et tente son KOD. Lynch revient sur ses pieds et lui porte son Manhandle Slam. Donc son rock bottom, hein, voilà la prise avec laquelle elle avait pris le titre à SummerSlam, et elle quitte le ring, et voilà, on finit le show là-dessus. Donc c'est étonnant quand même de voir finalement la gloire locale finir affaiblie, on va dire, du segment. Hein, voilà, à la VVE, on ne fait pas forcément toujours la part belle aux gloires locales. Hein, voilà, ça se passe un peu moins comme ça dans la compagnie d'à côté, hein, si je puis dire. Mais à la VVE, ça se passe souvent comme ça, il faut le dire. Voilà donc un peu pour le build-up, donc il y a quand même pas mal de choses. Je voulais parler du comportement de Becky hein, et de son comment elle est reçue vis-à-vis des fans. Je trouve que ça va un peu mieux parce que c'est vrai que finalement après SummerSlam on se demandait mais alors ils vont faire quoi? Ils vont faire tourner heel Belair, ils vont faire tourner heel Becky peut-être. Effectivement après elle s'était dit que le but était de faire tourner heel Becky et que c'était même un vœu personnel. Elle voulait le faire, elle voulait revenir pour faire un heel turn, mais on l'a vu que les semaines qui ont suivi ça a été compliqué. Le public était encore assez derrière elle. Et je trouve que depuis les deux derniers SmackDown, là, on est un peu mieux. Alors bon, ils en ont fait des tonnes avec ces tenues extravagantes, hein, gros motos de fourrure rouge, là. Et puis là, la dernière fois, là, à SmackDown, avec cette tenue très Kill Bill, là, jaune et noir. Et puis ces petits dés à coudre là sur les cheveux, là, un peu façon Dimitri Payet actuellement. Donc elle est un peu, voilà, elle est un peu dans son monde et un peu extravagante et un peu assez arrogante aussi. Voilà, ils ont essayé de hausser le ton hein, au niveau de son attitude. Et je trouve que ça se passe un peu mieux déjà. Le public, ça a l'air un peu plus l'a eu davantage, on va dire. Donc, je pense que le contrat est en train d'être rempli, je trouve. Alors, c'est pas je dirais pas la heal totale. Je pense qu'on peut encore la mettre comme une twinner, mais twinner tendance heal, voilà. Ce qui est déjà mieux que rien parce que j'étais pas sûr que ça fonctionnerait. Son heel turn parce que c'est vrai qu'elle reste quand même quelqu'un de populaire qui a manqué quand même aux fans hein, pendant plus d'1 an donc c'était pas gagné de pouvoir réussir à la huer après tant d'absence et en plus elle a quitté de façon très émouvante en tant que maman etc enfin future maman donc c'était vraiment pas facile comme challenge. Ils sont en train je pense de réussir ce challenge voilà et de l'autre côté d'avoir donc une Belair vraiment babyface donc derrière qui on va s'investir maintenant oui je trouve que quelque chose s'est cassé véritablement à SummerSlam hein, avec cette perte de titre assez regrettable et il y avait éventuellement une façon de faire pour éventuellement un tout petit peu recoller les morceaux ce serait que qu'on ait une Belair qui parte vers une route vers la rédemption une longue route pour récupérer son titre perdu de façon très injuste et qu'elle terrasse finalement Becky Lynch. Et éventuellement en faisant ça, s'ils le font bien, ça pourrait éventuellement rattraper un peu le coup. Mais malheureusement, on va passer au pronostic. Il n'y aura pas de changement de titre.
Voilà, malheureusement, je pense que le tour est passé pour Belair. Alors, elle est jeune, elle aura largement le temps de récupérer, de reprendre un titre plus tard. Elle redeviendra championne plusieurs fois, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais je pense que maintenant que la taulière est de retour, bah maintenant, ça va être tout pour elle. Donc là, maintenant, les Four Horsewomen, je sais ce que je vous disais là, dans ma review de SummerSlam. Il y a des paliers, il y a des priorités à la VVE, et au niveau féminin, les Four Horsewomen, celles qui sont prioritaires sur toutes les autres. Les quatre. Vous les mettez les quatre, elles auront toujours la priorité, et en dessous, vous avez le reste, notamment Belair et compagnie. Voilà, c'est triste, mais c'est la vérité. Voilà. Donc Bayley est blessé, et ben heureusement vous avez encore, et Banks donc n'est pas là à SummerSlam, et donc bah, vous mettez qui? Vous mettez une autre Force Woman. Voilà, celle qui était encore là. Et du coup, bah, c'est Becky qui fait son retour. Voilà. Elle n'était pas prête pour lutter. Bon, maintenant, d'ailleurs, on va voir ce que ça donne hein, sur le ring parce qu'on l'a pas encore vu lutter. Hein. Donc j'espère qu'elle pourra livrer une performance honnête et qui va durer, hein, parce que j'espère que le match va pas durer, évidemment, va pas durer 26 secondes, mais j'espère qu'il va pas durer 5 minutes non plus. J'aimerais quand même un vrai match compétitif. Donc j'espère, parce qu'on ne sait pas du tout dans quel état est Becky Lynch au niveau in-ring. J'ai trouvé très amincie, alors elle est affûtée, mais elle est mince, je la trouve même trop mince. Ça m'a fait bizarre. En tout cas, bravo à elle hein, d'avoir retrouvé une ligne pareille. Après une grossesse, là elle est vraiment très très mince, hein, je trouve. Hein. Mais même trop mince à mon goût. Bref, ça c'est un avis personnel. Mais voilà, je pense que le train est passé et que Becky va conserver son titre. Voilà, elle va être partie pour le conserver un bon moment. Voilà, son personnage maintenant il est en train d'être développé. Voilà, elle commence à le camper. Voilà, c'est pas facile. Et puis c'est quelque chose qu'elle voulait faire. Maintenant, bah, c'est pas pour ne rien en faire. The Man, ça reste vendeur, hein, ça reste un gros nom pour les shows. Donc, bah, quand tu annonces une Becky Lynch présente lors d'un show, bah, je pense que ça fait mettre quelques paires d'yeux derrière les écrans, hein, c'est sûr. Voilà. Et du coup, bah, je pense que Belair, par contre, un peu comme ce que je disais pour Bliss, elle peut aussi partir ensuite vers un autre défi qui pourrait être soit partir à la draft du côté de Raw, hein, avec je pense notamment à un Charlotte Belair qui peut être une très très belle feud d'affaires. Charlotte Belair, elles se sont un petit peu côtoyées du côté de NXT, on s'en souvient, mais une feud d'affaires à Raw, je pense qu'il pourrait aussi le faire. Et sinon, bah, toujours pareil, le Queen of the Ring. Voilà, aussi une participante qui pourrait être tout à fait crédible et qui pourrait s'ériger comme grosse favorite du Queen of the Ring. Voilà aussi un peu pour les plans pour Belair. Pour le finish, je pense quand même qu'ils vont essayer de le protéger ce truc. Ils vont le protéger. Alors pareil, il n'y a pas encore de stipulation annoncée, mais je pense que dans la défaite, elle risque d'être protégée quand même Belair parce que bon, là elle s'est déjà fait humilier à SummerSlam. J'espère qu'ils vont quand même pas la faire perdre de façon claire, nette et précise. J'espère qu'il y aura un peu de protection, voilà, que ce sera un peu, voilà, je sais pas comment ils vont le faire, mais le Man in the Slam étant visiblement vraiment son vrai finisher, on a l'impression que c'est passé devant le Disarmer. Hein, le Disarmer c'était plus avant, on a l'impression. Maintenant le Man in the Slam s'impose vraiment comme son finisher, donc pas de soumission. Alors à moins qu'elle refasse un Disarmer, et genre elle tape pas, mais elle passe out. Mais bon, pass out sur un Disarmer, je pense pas. Ça aurait été plus une prise d'étranglement, là ça aurait été plus facile à faire. Bref, voilà, faut chercher des stratagèmes, pied dans les cordes, erreur d'arbitrage. Voilà. Je suis pas sûr qu'il tire la corde, hein. Parce que comme je vous disais, après, y a plus de match de championnat en pay-per-view avant un grand moment, avant un long moment, avant le mois de décembre. Avant le pay-per-view du mois de décembre, a priori, il n'y aura pas de match de championnat féminin en pay-per-view. Voilà, donc il faudra voir les weekly pour voir au moins peut-être un match, donc peut-être un rematch. Il y aura peut-être un rematch au prochain SmackDown. Voilà, pour les audiences, c'est toujours bien d'annoncer un petit match de championnat. Ils l'ont fait avec Balor Reigns dernièrement. Voilà, donc ils peuvent le faire. Donc peut-être que si la fin est contestable, ils vont peut-être faire un Becky Lynch Belair numéro 3 au prochain SmackDown. Voilà, parce que ça n'aura pas été clean. Mais voilà, donc dans tous les cas, conservation du titre par Becky Lynch et donc comme je vous disais tout à l'heure un Becky Charlotte versus Charlotte au Survivor Series si je me projette on va dire 2 mois après. Voilà, je pense que on pourrait vraiment aller vers ça. Là on aura du gros star power, 2 Four Horsewomen,
deux filles qui ont un gros palmarès. Donc voilà, je pense que c'est comme ça que les choses peuvent s'écrire. Et puis Becky, Charlotte, hein, il y a un gros historique. C'est un peu comme ça que c'est là que The Man a commencé, hein, finalement. C'est là que tout a commencé avec ce heel turn foiré. C'est un heel turn foiré à la base de Becky qui s'est transformé en grosse overness, en grosse popularité. C'était très organique, hein, ce qui s'est passé avec The Man. Et bah voilà, donc il y a un petit historique avec Charlotte. Hein, c'est comme ça que tout a commencé. Donc voilà, ça se racontera aussi pour le build-up, hein, pour les Survivor Series. Voilà, là je me projette très très loin. Voilà, donc pour moi, victoire de Becky Lynch, et le match sera bon, hein. Enfin, j'espère qu'il sera bon, et qui voilà, qui va durer suffisamment de temps. Tout dépendra de la condition de Becky. Pour l'instant, c'est un gros point d'interrogation, hein, on ne sait pas du tout ce qu'elle vaut actuellement. Allez, match suivant qui sera probablement le main event. Roman Reigns, le head of the table, le tribal chief, pour affronter Demon Balor, le grand retour du démon. Celui-là, ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas vu, hein. Hein, ça fait bien, ça fait plus de 2 ans, hein, je crois que c'était au mois de juin. Donc c'était Super Showdown, hein, c'était contre Andrade, hein, si je ne me trompe pas. C'était la dernière fois qu'on avait vu le démon. Voilà, donc c'est un personnage qui fait son retour et on y croyait vraiment plus trop. Alors si on revient en arrière, hein, à SummerSlam, hein, donc on s'en souvient que Reigns avait conservé son titre face à Cena, Brock Lesnar avait fait son grand retour et avait distribué quelques German et même un High-Five à Cena après le show. Alors, dans le SmackDown qui a suivi SummerSlam, hein, on est en coulisses. Paul Heyman est arrêté par Kayla Braxton, hein, qui lui demande dans quel camp il se trouve après le retour de Brock Lesnar à SummerSlam. Heyman répond qu'il sera toujours derrière son tribal chief Roman Reigns. Heyman veut entrer dans le vestiaire de Reigns, mais la porte est fermée à clé. Il demande à Braxton si elle n'a pas autre chose à faire. Les Usos finissent par sortir du vestiaire et demandent à Paul Heyman s'il savait que Brock Lesnar serait à SummerSlam. Heyman répond que non et demande pourquoi il aurait détruit ce pourquoi ils ont travaillé. Il ne savait pas. Donc, Jimmy Uso veut savoir pourquoi Paul Heyman les a envoyés dans le vestiaire alors juste avant le match contre Cena. Heyman répond que c'est Roman Reigns qui les a envoyés dans le vestiaire. Les Usos retournent alors dans le vestiaire en laissant Heyman à la porte. Un peu plus tard, Roman Reigns rejoint son vestiaire et voit Paul Heyman. Il lui demande ce qu'il fait et s'il veut entrer. Paul Heyman le suit dans le vestiaire, l'air assez apeuré. En fin de show, dans la Gorilla Position, Roman Reigns n'est pas de bonne humeur. Heyman lui donne la ceinture et dit que c'est le moment de la célébration familiale et qu'il préfère lui rester tout seul en backstage. Reigns ne comprend pas. Heyman lui dit qu'il n'est pas un membre de la famille. Reigns lui demande de venir en portant la ceinture et parce qu'il l'aime. Heyman viendra finalement et fera la présentation de la Bloodline, puis dit qu'il est l'heure de célébrer la victoire de Roman Reigns face à Cena à SummerSlam. La musique de Balor retentit alors, il arrive sur le ring. Balor dit qu'il s'est fait virer de son match à SummerSlam. Il comptait venir pour défier Reigns à Extreme Rules, mais avec Edge et Brock Lesnar, il ne fait plus confiance à personne. Il le défie pour la semaine prochaine à SmackDown. Finn Balor attaque alors Roman Reigns, puis les Usos s'en prennent à Balor. Les Street Profits viennent sur le ring pour défendre Balor. Le show se termine avec Finn Balor qui fait son coup de grâce sur Jimmy Uso, tout en regardant Roman Reigns qui est sur la scène. Dans le SmackDown suivant, Balor va donc affronter Reigns pour le titre universel dans le main event. Heyman est arrêté à nouveau par Kayla Braxton en coulisses. Hein. C'est un duo qui fonctionne bien et maintenant on aime bien. Ils aiment bien la VVE maintenant faire des segments entre les deux. Hein, c'est vrai que le tandem est assez drôle. Heyman lui dit d'aller s'amuser, mais son téléphone sonne avec le thème song de Brock Lesnar en sonnerie. Heyman ne répond pas et ça sonne une nouvelle fois. Heyman décroche et dit qu'il transmettra le message. Il veut partir, mais tombe sur Biggie qui se met à rigoler avec sa mallette, hein, déguisée en agent d'entretien. Dans les vestiaires de Roman Reigns, Paul Heyman dit qu'ils ont un problème. Reigns dit qu'ils n'ont aucun problème. Il va écraser Finn Balor. Heyman dit qu'ils ont un problème avec Brock Lesnar. Reigns répond qu'ils n'ont aucun problème. Il va écraser Lesnar. Heyman dit que Brock Lesnar sera présent la semaine prochaine au Madison Square Garden. Roman Reigns lui demande où est Lesnar et comment sait-il que Lesnar n'est pas là ce soir. Et dans le main event, donc c'est encore un peu de mind game, un peu de manipulation, on ne sait pas trop. Et dans le main event, Reigns conservera sans surprise son titre face à Balor dans un bon match grâce à sa guillotine. Mais Balor aura été attaqué quand même par les Usos, comme je vous avais dit tout à l'heure. Elle avait été attaquée par les Usos avant le match, avant d'être chassée par les Street Profits, comme donc là je vous l'avais dit. Après le match, Reigns et Heyman quittent le ring et sur leur chemin, les lumières deviennent rouges le temps d'un instant et un bruit
le bruit d'un battement de cœur se fait entendre, le show se termine ainsi et l'on comprend alors que le démon Balor est peut-être de retour. Dans le SmackDown suivant, le Reigns versus Balor a été officialisé pour Extreme Rules plus tôt dans la semaine. Reigns est avec Heyman et les Usos et dit que lorsqu'on parle de divertissement sportif, la WWE dirige New York. Non, parce qu'on est donc dans le fameux gros show du Madison Square Garden. Mais qui dirige la WWE? C'est le Tribal Chief, la Bloodline. Alors la Bloodline, logiquement, dirige aussi New York et le Madison Square Garden. Il demande à New York de le reconnaître. Lesnar arrive alors sous une pop monstrueuse et se met face aux Usos. Et Paul Heyman dit à Brock Lesnar qu'il a une simple question pour lui. Avec tous les titres disponibles, pourquoi vouloir le titre universel? Brock Lesnar coupe alors Heyman et lui dit qu'il a également une question pour lui. Pourquoi n'a-t-il pas dit à Roman Reigns qu'il serait à SummerSlam? Oh, là le public, oh. Reigns alors commence à mal regarder Heyman et décide de quitter le ring avec les Usos. Et Heyman se retrouve seul du coup avec Brock Lesnar sur le ring. Il dit que son nom, alors il nous fait la vieille présentation à l'ancienne pour essayer de sauver la face. Il dit que son nom est Paul Heyman et c'est l'avocat de Brock Lesnar. Hein. Et du coup Lesnar dit que c'est super, hein, mais avant que Reigns ne le vire, qu'il accepte d'abord son challenge. Il veut un match pour le titre universel et il a 5 secondes pour accepter. Lesnar compte et finit par porter Heyman sur ses épaules pour lui faire un F5, mais Roman Reigns revient pour faire un Superman Punch à Lesnar, pardon. Il l'entend un deuxième, mais Lesnar le porte pour lui faire un F5, sauf que les Usos lui font un super kick. Brock Lesnar finit par les mettre à terre et leur fait une German suplex, tandis que Roman Reigns est sur la rampe. Un peu plus tard en coulisses, Roman Reigns motive les Usos pour leur défense de titre face aux Street Profits dans le main event. Il demande ensuite à Paul Heyman pourquoi il ne lui a pas dit que Brock Lesnar était à SummerSlam. Heyman ne sait pas quoi dire. Finalement, le Street Profits contre les Usos se finira donc, comme je l'avais dit aussi tout à l'heure, par une victoire des Street Profits par DQ. Donc ce sera la deuxième de suite en 2 semaines. À cause donc de l'intervention de Reigns sur Montesford. Reigns alors prend le micro et dit que si Brock Lesnar le veut, il l'aura. Il l'écrasera dès qu'il aura fini d'écraser Finn Balor. Les lumières s'éteignent, le démon fait donc son entrée, comme je l'avais aussi dit tout à l'heure, puis le grand retour du démon, puis le démon se met face à Reigns. Peut-être un peu dommage d'ailleurs, donc comme je l'avais dit, de dévoiler le démon hein, comme ça, mais bon, j'aurais préféré attendre le pay-per-view, ça aurait pu être mieux pour hyper le pay-per-view. Et on apprendra alors dans la même soirée que finalement Reigns n'affronte plus Balor à Extreme Rules, mais Demon Balor. Voilà, on s'en doutait. Et on en arrive au dernier SmackDown, avec Reigns qui arrive sur le ring avec Heyman et les Usos. Hein, ça c'est les débuts classiques de SmackDown. Et Reigns dit à Paul Heyman de demander à la foule de le reconnaître. Heyman s'exécute. Il dit ensuite que Roman Reigns n'esquive aucun challenger. Il défend sa place en tant que head of the table tout le temps. Le Tribal Chief n'a peur d'aucun homme, d'aucune bête et d'aucun démon. Tout le monde a peur de Reigns. Tout le monde sait que c'est vrai. Finn Balor a peur de Roman Reigns. S'il n'avait pas peur de Reigns, pourquoi alors aurait-il ramené le démon pour défier le champion? Brock Lesnar a peur aussi de Roman Reigns. Il connaît Lesnar depuis 20 ans, hein, Heyman. Il n'a jamais vu autant de peur dans les yeux de Lesnar que la semaine dernière. Big E, le nouveau champion de la WWE, fait alors son entrée. Les deux champions se mettent face à face. Puis Finn Balor fait son entrée à son tour. Et comme donc déjà évoqué tout à l'heure, hein, on a un 2 contre 2 Big E Balor contre les Usos. Et donc Big E Balor qui s'impose grâce au big ending de Big E sur Jimmy. Alors que Balor faisait son coup de grâce sur Jay de son côté. Et dans les coulisses, Roman Reigns regardait le match avec Heyman. Reigns lui demande alors s'il y a quelque chose qu'il doit savoir. Et Heyman répond non. Reigns lui demande s'il est sûr. Et Heyman affirme qu'il n'y a rien qu'il ne sait pas. Il ne savait pas que Brock Lesnar viendrait à SummerSlam. Lesnar a peur de Reigns. Voilà, c'est ça la vérité. Et c'est la raison pour laquelle Lesnar a dit la semaine dernière que Paul Heyman le savait. Pour la première fois de sa vie, Brock Lesnar a affaire à la peur. Roman Reigns lui demande alors, si Brock Lesnar, est-ce qu'il va être à Extreme Rules? Et Paul Heyman répond que non. Reigns lui demande alors, mais comment il le sait? Et Heyman répond que si Lesnar a peur de Reigns, il est un peu gêné là, il sait pas trop quoi répondre, mais il dit si Lesnar a peur de Reigns, pourquoi est-ce qu'il viendrait à Extreme Rules? Voilà. Et Roman Reigns dit je te paye pour savoir les choses à l'avance, hein, et pas pour donner tes impressions. Voilà, là ça a été des mots forts, encore un bon segment, bonne manipulation encore.
de Reigns. Les Usos de leur côté cassent la gueule de Biggie en coulisses et Reigns arrive alors pour constater les dégâts et repart aussitôt d'un air assez détaché parce que quand même, hein, il faut dire que les Usos avaient perdu l'opener, donc attention quand même, hein, Reigns il pourrait se fâcher aussi, hein, quand même. Et Finn Balor en promo dit qu'il n'est pas né dans une famille de catch comme Reigns, hein, il n'a pas une bloodline, il n'est pas censé être ici. Hein, il est pas il est pas censé être du milieu du catch, quoi. Mais il s'est battu parce que ses parents ils viennent du rail, quoi, là, du ferroviaire. Donc c'est pas du tout le milieu du catch. Le démon est une manifestation pour tous ceux qui lui ont dit non dans le passé. Ça libère une rage en lui qui ne peut pas être contrôlée. Il n'invoque pas le démon, mais c'est le démon qui l'invoque. Son feu intérieur brûle encore plus fort que le feu qui l'entoure. Balor dit alors qu'à Extreme Rules, on verra le visage du démon en tant que champion universel et avec un petit morphing, un petit effet spécial, voilà, qui permet de passer du visage de Balor à celui du démon Balor. Voilà, c'est pas trop mal foutu, voilà, ça changeait un peu. C'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir dans les weekly, donc c'est pas plus mal. Voilà pour le build-up, donc il y a quand même pas mal de choses à dire. Le match, alors j'ai oublié quelque chose d'essentiel, essentiel. C'est la stipulation. Je l'avais pas dit. C'est un Extreme Rules match. Et oui, je l'ai écrit en plus sur mon visuel. C'est un Extreme Rules match et c'est donc, à l'heure actuelle, ou l'heure où je vous parle, la seule stipulation qui a été officialisée dans tous les matchs du pay-per-view. C'est quand même incroyable. Alors évidemment, il y en aura d'autres. Hein. Ils vont en rajouter au fil de l'eau. Hein. Faut espérer quand même. Et donc, mais ils l'ont officialisé à Raw hier soir. Extreme Rules match. Alors il y a aucune logique particulière. Hein. Rien ne justifiait de dire on va faire un Extreme Rules match. Rien. Mais voilà, ils l'ont annoncé comme ça. Et c'est donc la stipulation officielle. Donc déjà un match no DQ, très important. Parce que du coup ça ouvre quelques perspectives. Parce que sur le principe, alors on sait avec la VVE, hein, il y a toujours des questions de crédibilité. Mais on se dit, mais qu'est-ce qui empêcherait toute la Bloodline de commencer le match? Rien en fait. Il peut tout à fait arriver et commencer le match à 3 contre 1. Alors maintenant, vu qu'il y a aussi un Uso Street Profits, je me demande s'il va pas y avoir aussi une ramification. Alors j'avais un peu parlé de la même chose avec les Mysterio aussi, les Usos, et faire des ramifications. Mais il pourrait aussi faire ça avec les Usos et les Profits. Donc selon ce qui sera passé dans le match de championnat qui aura lieu forcément avant le match universel. Donc peut-être que les Usos vont arriver à nouveau pour attaquer Balor avant le début du match, comme ils ont fait en weekly, et s'attaquer à 3 contre 1, et puis que là, à ce moment-là, les Usos vont arriver, peut-être faire du coup le save, et puis se dégager les Usos, de façon à ce qu'on ait à nouveau, comme à SmackDown, le 1 contre 1, hein, voilà. Il peut y avoir des choses comme ça, de toute façon, c'est un no DQ, c'est Extreme Rules, c'est un Extreme Rules match, mais en tout cas, sur le principe, il pourrait tout à fait faire un match handicap, hein, en quelque sorte, hein. Parce que si ça se trouve, on va voir les Usos intervenir, mais plus tard dans le match. Et là, à ce moment-là, on va dire, pourquoi ils sont pas arrivés plus tôt? Voilà, c'est toujours un peu les histoires de cohérence, hein, voilà, on peut toujours se poser ce genre de questions. Mais en tout cas, avec une stipulation, match no DQ, ça protège déjà Balor dans la défaite, hein, parce que, il faut le dire, Balor ne gagnera pas. Faut pas pousser, hein, faut pas rêver. Le démon, même si c'est le démon, il ne gagnera pas. Alors, il faut le préciser, hein, il a perdu une fois dans sa carrière, le démon. Sous sa gimmick du démon, hein, je parle bien du démon. C'était contre, j'ai vérifié, c'était contre Samoa Joe dans sa takeover. C'était dans un match en cage, donc c'est la seule défaite. C'était un Muscle Buster, hein, de mémoire, donc c'est sa seule défaite du démon, et il n'y en a pas eu d'autres. Hein. Tout le reste c'était des victoires, donc tout confondu, NXT Main Roster. Donc c'est très difficile de battre le démon, mais malheureusement face à Reigns, il est bigger than life actuellement. Donc là, ça va être très difficile pour le démon, et donc le fait de faire un Extreme Rules match, pour moi, faire un match no DQ, c'est l'argument parfait, hein, l'excuse parfaite pour protéger Balor dans la défaite, je pense. Il y a plusieurs façons de faire. Il peut pass out durant une guillotine, voilà, donc tomber dans les pommes sans abandonner, voilà. Il peut se prendre plein de spears, il peut se prendre des super punch, en veux-tu en voilà, avec des chaises, des trucs avec des tables, des kendo sticks, enfin il peut y avoir des armes, enfin il peut faire quand même pas mal de choses pour on va dire faire perdre Balor avec les honneurs. Donc je pense qu'il n'y aura pas de problème au niveau protection dans la défaite. Et puis bon, il y a aussi évidemment le fait que il faut le dire tout de suite, Brock Lesnar
affrontera Roman Reigns à Crown Jewel. Ça a déjà été officialisé, c'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est toujours compliqué dès qu'il y a un show saoudien dans la balance, parce qu'on est toujours en train de builder deux pay-per-view à la fois, quoi. C'est toujours comme ça avec les shows saoudiens. Du coup, on est déjà en train de préparer la suite. Et du coup, c'est difficile de s'investir, quoi, et de voir le moindre suspense. Donc, alors, évidemment, ils n'ont pas encore dit si ce serait pour le titre universel ou pas, mais on sait très bien que ça va être pour le titre universel, on sait très bien que Reigns va rester champion, et qu'on va avoir un Reigns Lesnar pour le titre à Crown Jewel, c'est sûr que ça va être pour le titre. Donc voilà, et puis c'est ça qu'il voulait, Lesnar, hein. Il a demandé à Lehman, je veux le titre, moi. Donc voilà, donc c'est ça qu'il veut, donc bien sûr que ce sera le titre. Évidemment, tu ressors pas Lesnar comme ça du chapeau après un peu plus d'un an d'absence, juste pour arriver à faire un petit match, même si c'est évidemment en Arabie Saoudite et que voilà, il y a un très joli chèque qui va l'attendre, mais il y a un match de championnat aussi derrière, voilà, bon ben il y a un petit enjeu quand même, voilà, c'est ça quand il y a Lesnar. Donc voilà, donc il n'y aura pas de suspense. Intervention potentielle de Lesnar pendant le match, vu que c'était un match no DQ, pourquoi pas, mais je miserai pas là-dessus personnellement. La seule intervention possible que je verrais de Lesnar, ce serait éventuellement après le match, donc pour clôturer le show, pour avoir un gros face-off et pourquoi pas avoir un Lesnar très remonté qui ira apporter un F5 à Reigns pour la pop et finir le show comme ça et déjà builder davantage le match de Crown Jewel puisqu'il va arriver pratiquement un mois après quoi. Donc voilà, ça peut être une fin de match potentielle, une fin de show même potentielle, mais je vois pas vraiment Lesnar à intervenir durant le match. Il n'y a pas besoin de faire ça. Je préférerais pas qu'il mélange les choses. Prenons les adversaires un par un. Voilà, Lesnar ce sera plus tard. Ils auront presque un mois pour builder les choses, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Mais pas pendant. Voilà, laissons faire le démon. Voilà. Voilà, ça m'attriste un peu de savoir à l'avance que le démon va perdre. Hein, ça va être sa première défaite, va dire dans le main roster, hein, puisque finalement il a perdu KNXT et il a jamais perdu dans le main roster hein, en tant que démon. Donc ça va être la première, probablement. Mais voilà, je pense qu'ils vont protéger l'affaire. Si on veut revoir le démon plus tard, s'ils veulent faire du merch avec ça, voilà, faudra quand même pas trop l'enterrer, hein, le démon. Ça serait dommage. Voilà, mais le match peut être vraiment très bon. Hein. Moi, ce match me donne envie. Parce que quand on voit le démon en général, bah, voilà, on sait comme il est. Il paraît invincible, il paraît, voilà, il a un second souffle, il a le feu qui brûle en lui, comme il dit. C'est pas le même que le Balor qu'on connaît. Donc il paraît invincible, il y aura un peu de nocelle, donc il va être très dynamique. Et c'est l'adversaire parfait pour Reigns. Voilà, pour donner du dynamisme au match, hein, puisqu'on sait qu'avec Reigns, voilà, c'est pas forcément un grand dynamisme. Hein, ou alors il faut vraiment qu'il soit entouré des bonnes personnes. Bah, un peu comme hier, le triple threat c'était super parce que justement ils étaient trois. Il y avait Biggie, Lashley, voilà. Et du coup, ça a donné aussi un triple threat, ça permettait aussi d'avoir des petites pauses pour Reigns. Là, il n'y aura pas de pause, c'est un contre un. Maintenant, bon, bah, s'il ajoute les Usos, ça pourra aussi lui donner des petites temps de pause, hein, ça sera peut-être ça aussi l'idée, hein, s'il veut se reposer un peu, mettre les Usos un peu dans l'affaire, voilà, pour qu'il s'occupe de lui. Mais avec un Balor, je suis pas inquiet quant à la qualité du match, ça pourra même être l'un des matchs de l'année, je pense qu'il pourra même figurer dans les palmarès de fin d'année, si on leur laisse du temps. Voilà, en général, ça clôture les pay-per-view, et en général, ça dure un certain temps avec Reigns, on leur donne en général une bonne vingtaine de minutes, au moins. Et puis un autre argument évidemment aussi pour la victoire de Reigns, c'est que hier on a eu un 3 contre 3 donc contre les New Day et, au complet et la Bloodline, et lorsque il y a eu le tag et que Reigns et Biggie se sont fait face, là les champions l'un face à l'autre, il y a eu une superbe pop. Le public a réagi mais de façon magistrale, et ça je suis sûr que pour Vince c'est un indice, un élément très précieux dans l'hypothèse où ils aimeraient faire un Biggie contre Reigns au Survivor Series, chose qui est d'ailleurs déjà dans les rumeurs. Alors attention, c'est du Meltzer, donc qui dit Meltzer dit prendre ça avec énormément de précautions, hein, évidemment, mais ça aurait
en tout cas, ce serait très logique, on va dire, ça aurait beaucoup de sens de faire un Biggie contre Reigns, parce que c'est quand même un peu teasé. Là, ils se sont affrontés un peu dans ce 3 contre 3 en opener, mais aussi du coup dans le main event, dans le triple threat. Donc ils ont eu l'occasion de s'échanger des coups et d'avoir quelques échanges. Hein, il y a eu même un big ending porté sur Reigns. Bref, voilà, il y a eu des choses. Voilà, je pense que il y a des graines qui sont plantées, et puis vu la réaction du public, je pense qu'un Biggie Reigns, ça plairait au public, et donc je pense qu'ils vont le faire. Donc ça veut dire Reigns toujours champion, et Biggie toujours champion, voilà. Donc pour moi rien ne va changer, et du coup bah, ça spoilerait même le Reigns-Lesnar, hein. Donc ça faudrait dire que Reigns serait encore champion après Crown Jewel. Mais bon, ça on aura largement le temps d'en reparler, hein, parce que là va falloir protéger aussi Lesnar, ça va pas être une mince affaire. Bref, voilà. J'ai pas, je voulais aussi, bah, en parlant de Biggie, je crois que j'ai pas donné de pronostic hein, au cas où le Biggie Lashley aurait lieu. Conservation de Biggie, logique. Hein. Et puis il y a un Lashley Goldberg, unfinished business entre Lashley et Goldberg. Hein, Goldberg avait dit un peu de temps après SummerSlam, bah, que à la limite c'est même pas une question de titre, et que lui il vient juste lui prendre son âme. Voilà, il a parlé un peu comme Taker, Goldberg. Donc lui il veut se venger. Hein, parce que même il a attaqué son fils, etc. Hein, et puis il est ressorti blessé, in kayfabe. Donc je pense qu'ils vont faire le Lashley Goldberg à Crown Jewel. Je pense qu'ils vont le faire. Et peut-être que du coup, peut-être une petite distraction de Goldberg ou un petit mind game avec juste la musique de Goldberg qui retentit pendant le match, sans la présence de Goldberg. Et victoire de Biggie derrière. Voilà. En tout cas, quoi qu'il en soit, Biggie va conserver son titre face à Lashley si le match a lieu à Extreme Rules. Voilà pour la petite parenthèse. Voilà, ben, on a été complet. Voilà pour les pronostics de ce pay-per-view Extreme Rules. Donc un pay-per-view un peu plus de transition en attendant Crown Jewel et même les Survivor Series. Hein, parce que du coup avec la draft qui arrive tout de suite la semaine prochaine, ben, on est déjà en train de faire des pronostics par rapport à ceux qui pourraient partir. Ceux qui pourraient faire le yo-yo hein, d'une brand à une autre, penser aussi à ce qui pourrait se passer du côté du King et du Queen of the Ring, donc voir ceux qui vont être qui vont avoir un petit programme, hein, puisque du coup ils seront pas sur les titres. Voilà, on peut déjà pronostiquer par rapport à ça. Malheureusement, bah, j'aurais bien aimé connaître toutes les stipulations pour davantage discuter, développer mes pronostics, mais malheureusement, bah, comme vous pouvez le voir, il n'y a qu'un seul match à stipulation pour le moment. Donc tant pis pour eux. Et puis vraiment, il manque toujours ce match. Probablement Biggie Lashley. On ne l'a toujours pas à l'heure actuelle. Voilà, donc je vous remercie. On se retrouve a priori au début de semaine prochaine, donc probablement dans la nuit de lundi à mardi, si tout va bien, pour la grande review d'Extreme Rules. J'espère que ce pay-per-view vous plaira. Hein. Voilà, les pay-per-view en général, ils arrivent à produire des choses qui sont pas si mal hein, globalement par rapport au weekly, même si les weekly tendent un tout petit peu à être un petit peu meilleurs ces derniers temps, notamment Raw, hein, je trouve qu'ils sont un petit peu meilleurs. Alors c'est pas encore la folie, mais ils sont un peu meilleurs. Voilà, notamment les deux derniers, il y a des petites choses. Voilà, et ça commence un peu à frémir. Peut-être aussi mettre du star power, hein, mettre Reigns qui passe à Raw, hein, forcément, bah, pour faire aussi faire remonter les audiences aussi. Je pense que c'est pas mal. Peut-être que si ça fonctionne au niveau audience, bah, finalement la brand split sera peut-être terminée. Hein, ça se trouve, ça sera à nouveau la fin des brand split et tout le monde pourra naviguer dans le show qui veut. Hein. Ça, c'est pas impossible que ça arrive si les audiences sont en rendez-vous. Voilà, donc je salue tous mes camarades habituels, hein, ils se reconnaîtront. N'hésitez pas à commenter aussi, comme d'habitude, dans les commentaires donc pour dire ce que vous en pensez, les pronostics, ce que vous voyez, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas, voilà, comment vous projetez sur le pay-per-view, est-ce que vous êtes hypé ou pas. Moi ma hype elle est assez moyenne on va dire. Toujours pareil, il y a 2-3 matchs qui peuvent être intéressants. Le Charlotte Bliss, le Balor Reigns, ça peut être pas mal. Le Usos Profits, ça peut être pas mal aussi. Le Becky Belair, tout dépendra du physique, on va dire, de Becky. Le Triple Threat, ça peut être pas mal. Finalement, à part le Carmella Morgan, finalement, les matchs peuvent être pas mal. Hein. On peut avoir un show décent, hein. On peut avoir un bon petit show à 3,5. Hein. On verra bien. On verra bien. Allez, on se retrouve la semaine prochaine. Passez une excellente semaine. Portez-vous bien. Et d'ici là, bien entendu, n'oubliez surtout pas, et plus que jamais, vive le catch. Et zéro miedo. Ciao à tous.